Donc le premier point, hyper important, c'est que vous avez deux sources électriques à connecter, la machine et le réchauffeur. Dans la pratique, ce qu'on a pu voir, enfin, ce que je peux voir sur le Prismaflex, c'est que souvent on connecte la machine, puis le réchauffeur, quand on a besoin sur le Prismaflex, on le connecte. Sauf qu'avec cette machine-là, hein, je vais tout vous expliquer après élément par élément, c'est juste que je voulais vraiment insister par rapport à la connectique électrique des deux ensembles. Ce réchauffeur-là, il est piloté par la machine. Et la machine, elle n'aime pas du tout quand le réchauffeur n'est pas connecté en même temps que la machine. Donc votre rôle, vous mettez la machine en route, vous connectez les deux prises en même temps. On n'allume pas la machine tant que les deux prises électriques ne sont pas mises, ne sont pas connectées sur l'alimentation. Ça paraît être un détail, mais je peux vous dire que si vous ne le faites pas et que vous le faites dans un second temps, ça risque vraiment de perturber la machine. C'est des choses qu'on va corriger, mais pour le moment, il faut patienter à mi-septembre pour que ça soit corrigé. Donc en attendant, si on peut éviter ce type de problème, faites ça et vous verrez, vous n'aurez pas de problème de communication entre les deux éléments. Donc on pense à bien connecter électriquement les deux ensembles en même temps. Donc le réchauffeur, il est en l'air comme ça, il va falloir le remettre horizontal hein, pour le traitement, vous allez voir, je vais vous montrer comment. Et l'écran, on le plie. Alors c'est pas une tablette, ne posez rien dessus, hein, c'est juste pour gagner de la place. Ça fait sourire certains ou certaines, mais croyez-moi, je vois beaucoup de choses dans les services de réa, donc je préfère prévenir. Donc on pose rien dessus. Donc l'écran, on le remet droit comme ça, et le côté sympa, avec cette nouvelle machine déjà, c'est que quand vous allez mettre votre set, votre écran il sera face à vous. Quand vous allez mettre le nouveau système de kit auto-effluent que je vais vous présenter, eh ben, vous pourrez mettre l'écran face à vous aussi pour bien mettre en place le nouveau système d'auto-effluent. Et quand vous voulez brancher le malade, eh ben, ça vous permettra aussi d'orienter l'écran vers le malade de façon à ce que vous ayez une visibilité sur l'état du cathéter, voir s'il est suffisamment perméable ou pas. D'accord ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Souvent vous êtes deux, il y a une personne qui est stérile et l'autre propre, blanc on va dire. Et puis celui qui est face à la machine, il dit à l'autre comment ça se passe au niveau de l'abord. Voilà. Donc là, celui qui manipulera le cathéter, il pourra voir au niveau de sa pression d'entrée, sa pression de retour, hein, vous allez voir qu'il y a une information de pression d'entrée et pression de retour, voir si le cathéter il est suffisamment perméable. D'accord ? Donc c'est un petit détail, mais il y a plein de petits détails comme ça qui devraient pas mal vous aider au quotidien. Vous avez une nouvelle chambre de dégazage. Donc aujourd'hui sur le Prismaflex, vous êtes amené à refaire le niveau dans la chambre de dégazage. Pourquoi ? Parce que au niveau des poches de soluté que vous utilisez, il y a du bicarbonate, il y a un dégazage qui se fait, hein, il y a des microbules d'air, et puis par moment ça passe dans le circuit, donc il faut l'évacuer. Donc grâce à cette chambre de dégazage, en fait, on arrive à évacuer l'air. Par contre, ce qui se passe, c'est que comme il y a de l'air sur le Prismaflex, hein, par rapport au système Prismaflex, l'air monte par gravité, et à un moment donné, toute la tubulure est remplie d'air, l'air ne peut plus s'évacuer, et ça compresse le fluide, donc le sang baisse. Et vous appuyez sur régler chambre et vous refaites le niveau. Et l'air de rien, vous avez dû vous en apercevoir, en fonction de la prescription médicale, en fonction de la température où sont stockées les poches, ça peut plus ou moins dégazer, et vous êtes amené des fois à plus ou moins faire le niveau. Avec cette machine-là, avec le Prismax, c'est terminé. C'est-à-dire que le niveau que vous étiez amené à faire manuellement, il va être géré automatiquement. Par contre, je vais vous sensibiliser sur un point, il faudra regarder les pratiques Prismaflex au branchement, c'est-à-dire que le système automatique, il démarre au bout de 10 minutes. Donc au branchement, quand vous allez, avant de brancher le malade, quand vous avez fini l'amorçage, il faudra contrôler le niveau dans la chambre et le faire manuellement, le mettre sur un niveau haut au départ, et après vous n'y toucherez plus, au bout de 10 minutes, il se mettra en automatique. Ça c'est vraiment pour vous un vrai plus, hein, vous verrez à l'usage, mais il y a quand même beaucoup moins d'intervention. La façade avant, vous reconnaissez le Prismaflex, pour celles qui ont, ou ceux qui l'ont déjà vu, hein, c'est le même consommable, mais pour ceux qui ont déjà une petite expérience sur le Prismaflex, vous allez voir que le saut avec cette machine-là va se faire très facilement. Et pour ceux qui débutent, cette machine est plus simple que le Prismaflex parce que tout ce que vous mettez en place, c'est validé ou pas par la machine. Alors que le Prismaflex, des fois, on vous laisse avancer dans la procédure et des fois, elle bloque. Là, elle vous validera ou pas. Donc, ça sera plus facile pour ceux qui débutent. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a changé ? Le détecteur de fuite de sang. Au début de l'histoire, avec le Prismaflex, il était perpendiculaire au sol. Alors, ça pouvait générer quelques petits soucis. Des fois, la tubulure, elle coudait et ça générait des contrepressions. Ou alors on pouvait avoir un faisceau lumineux qui passe à travers la fuite de sang et avoir des fausses alarmes. On l'a mis en biseau, ce qui évitera, il n'y aura plus du tout de tubulure de coudée, ça c'est sûr. Et en plus, le faisceau lumineux aura plus de difficultés à rentrer et générer des fausses alarmes. Donc ça va vous aider au quotidien. C'est pas un truc exceptionnel, mais c'est un petit plus encore. Au niveau des pesons, donc on a gardé le système de pesons des Prismaflex, donc gardez les mêmes habitudes que vous aviez avec le Prismaflex, sauf qu'en plus on a rajouté un dispositif lumineux. Donc à chaque fois que vous aurez une manipulation à faire sur un peson, il y aura une lumière qui va clignoter, de la couleur en fonction de la modalité de traitement. D'accord ? C'est plutôt bien pour les gens qui travaillent de nuit.
Hein, je ne sais pas si vous travaillez la nuit, mais la nuit, on a tendance à être un petit peu plus dans l'obscurité. Il y a un peu moins de bruit dans les services de réa, donc on aime bien que les machines sonnent un peu moins fort. Vous verrez aussi qu'on a un mode jour-nuit pour ça, justement. Mais ça permet aussi de bien voir le peson, si jamais vous êtes dans l'obscurité, le peson qui doit nécessiter une manipulation, une intervention. Voilà pour la façade avant. Donc l'écran, je vais vous le remettre en place, comme il doit être en traitement. Le réchauffeur, alors c'est un nouveau réchauffeur. La différence avec le Prismaflex, c'est que le réchauffeur était complètement indépendant. D'accord ? Alors que là, le réchauffeur, il est piloté par la machine. Alors c'est génial, dans le sens où ça marche beaucoup mieux, et on a des montées en température qui sont hyper précises. Aujourd'hui, on a des petits soucis de jeunesse. Alors, comment vous faites pour le remettre en place? Vous ouvrez le petit ergot, là, hop, vous le laissez tomber, il va se clipper. Quand je dis qu'on a des petits soucis de jeunesse en ce moment, c'est que pour le moment, la communication entre les deux, la machine peut être sensible. C'est pour ça qu'il faut essayer de tout bien faire au début. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut connecter électriquement les deux ensemble. On sait que la machine, elle n'aime pas. Pendant la mise en place de la procédure, si le réchauffeur n'a pas été mis en route tout de suite, ça peut vraiment la perturber, donc ne le faites pas. Hein. Donc il y a deux, trois petits points comme ça pour le moment, j'insiste. On va le corriger, mais en attendant que ce soit corrigé, il faut faire attention à ça. Hein, c'est 2-3 points il faut avoir 2-3 points de vigilance autour de ce réchauffeur pour éviter 2-3 petits soucis. Pour en finir avec ce réchauffeur, pas pour vous faire peur avec ce réchauffeur, mais je vais vous montrer aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce que je vois aussi les équipes. Vous avez, parce que c'est un plus pour l'équipe médicale, hein, il n'y aura plus de problème d'hypothermie sur les patients grâce à ce réchauffeur. Hein. Donc vous avez deux ergots sur les côtés, là, je vous le montre, hein, chose qu'il ne faut jamais faire. Au moins je vous le montre, comme ça, il n'y aura pas de curiosité quand je ne serai pas là. Donc là, vous l'ouvrez, et en fait, c'est pour les techniciens. Donc ils ouvrent, ils ont possibilité d'étalonner des capteurs, etc. Donc vous, à ne jamais faire. D'accord ? Donc ça veut dire que les deux ailettes qui sont sur le côté, je sais que ça suscite beaucoup de curiosité, pour ça que je vous le montre, on n'y touche jamais. On n'y touche jamais. Je vois que certains services, au début qu'on a lancé la machine, on a été moins vigilants, il y en a qui l'ouvraient, alors en rentrant dans des scénarios de catastrophe. Et comme ça communique entre eux, ça pouvait planter la machine. Alors quand il y a le sang qui tourne au niveau du circuit extracorporel, c'est quand même dommage de tout planter, parce qu'on a fait une mauvaise manip sur le réchauffeur. D'accord ? Donc on n'ouvre pas, on pense à alimenter électriquement les deux ensemble dès le début, on n'ouvre pas, et autre point de vigilance, je vous le dis parce que ça aussi, je l'ai vu, je vous le montre, hein. Vous voyez, il y a un petit verrou là. Vous verrez dans la procédure, je vais vous le remontrer tout à l'heure, on va mettre une petite poche dedans et on vous demandera de verrouiller. Et quand on verrouille, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit connecteur en caoutchouc qui se met là et qui va appuyer sur la poche pour plus qu'elle bouge. Pensez bien, à la fin de la procédure, quand vous allez restituer le malade, à bien rouvrir le verrou avant de tirer la poche. Parce que j'ai vu qu'il y en a un qui tire la poche, il force tellement qu'il m'arrache les caoutchoucs. Et après, le verrou, il faut faire passer le service technique. Donc voilà, il y a ces 3 points de vigilance sur le réchauffeur. Hein, je me permets d'insister parce que c'est l'essentiel des problèmes que je rencontre hein, depuis 1 an avec les machines. Donc 1, on connecte électriquement les deux réchauffeurs. 2, il y a 2 ailettes sur le côté, mais on ne les ouvre jamais. Et 3, quand vous aurez fini la procédure de traitement, quand il faudra retirer la poche, pensez à bien rouvrir le verrou et ne pas tirer la poche sans ouvrir le verrou. D'accord ? Au niveau de la machine, alors, déjà, on vous a mis un petit pistolet, il faudra scanner tous les éléments. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on scanne ? On va scanner le set de traitement, c'est fait aujourd'hui automatiquement avec le Prismaflex quand ça se met en place. On va scanner aussi le kit auto-effluent, d'accord ? Et dans un second temps, probablement que rapidement, on devrait aussi scanner la poche de réchauffeur. Et peut-être qu'à terme, et là je suppute, hein, au moment où je vous parle, il n'y a rien de mis en place, mais ce ne serait pas impossible qu'un jour on soit amené à scanner les poches de traitement. Puisque comme vous le savez, en réanimation, on veut tout tracer. Je ne serais pas étonné qu'à terme, on scanne les poches. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. Donc, je vous rassure, je ne vous donne pas du travail supplémentaire. Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, tout le monde me regarde avec des gros yeux. Pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut garder à l'esprit, on scanne le set de traitement et l'auto-effluent. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente dans le conditionnement. Je ne vais pas en ouvrir un à chaque fois parce que, en même temps, ça permet d'en avoir un petit peu pour l'emballage, hein, le conditionnement quand c'est tout neuf. Et quand vous l'ouvrez, en fait, vous récupérez, vous avez 2 poches, il y a 3 tubulures à la sortie du kit. Hein. Vous avez 2 poches, une grande poche, une petite poche, et une tubulure qui fait 6 mètres qu'on a mis sur l'extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est pour l'évacuation. D'accord ? Alors, comment ça va marcher ? Alors, je vous rassure, au niveau des chambres de réa, vous n'allez pas mettre la tubulure à l'extérieur, hein. On est bien d'accord. Hein. Ça ne va pas couler, voilà, hein. C'est juste pour la formation qu'on a fait ça. Il n'y a pas d'évier là. Il y en a un qui était là-bas, il était trop loin. Donc en gros, comment ça fonctionne ? Vous avez une grande poche devant et une petite poche derrière. D'accord ? Pendant l'amorçage, les 2 litres d'amorçage, le système ne fonctionne pas,
le sérum phi va sur la première poche. D'accord ? Et après, pendant le traitement, dès que la machine elle va peser 1 litre, qu'est-ce qu'elle va faire? Par le biais de ses clans rotatifs, là, elle va changer de peson. C'est-à-dire qu'elle pèse 1 litre, elle change de peson, le traitement ne s'arrête pas, donc pour vous c'est transparent, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est elle qui gère, elle passe sur la poche qui est vide, et la poche qui s'est remplie, il y a la petite pompe qui se met en route, et on évacue. 1 litre, elle pèse, elle passe sur l'autre et elle vide. Elle remplit, elle vide. En même temps qu'elle remplit, elle vide. Vous voyez, ça fait ça. Et pendant tout le traitement, ça fait ça. Et en fait, vous n'avez plus à vous en occuper. Donc les poches de 9 litres, vous portez en général sur 72 heures aux alentours de 210 kg. Donc le côté positif, c'est que grâce à l'hémofiltration, vous n'avez pas besoin d'abonnement dans des salles de sport. Mais là, maintenant, il va falloir vous réabonner parce que vous n'aurez plus besoin de manipuler les poches de recueil. Non, blague à part, même pour le dos, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a différentes organisations au niveau des services. Il y a des services où c'est les IDE qui portent les poches. Dans d'autres services, les IDE posent les poches devant les chambres et c'est les aides-soignants qui passent. Enfin, peu importe, on va préserver le dos de quelqu'un, que ce soit IDE ou aide-soignant. Et ça, franchement, c'est un vrai plus. C'est vraiment bien, quoi. Parce que même quand vous, l'air de rien, quand vous ouvriez la poche ou la videz dans le vidoir, et puis ça peut éclabousser, etc. En termes d'hygiène, enfin bon, c'est vraiment un super système. Vous verrez à l'usage, hein. Soit vous avez des évacuations qui sont prévues dans les chambres, donc on vous mettrait carrément le connecteur dans l'évacuation, soit vous mettez carrément dans l'évier. Alors soit vous l'accrochez au mitigeur, soit dans le siphon. Vous avez souvent des siphons avec des petits trous, vous mettez une tubulure que vous vissez au bout là, de l'extrémité, une petite tubulure, vous plongez dedans. Moi je vois ces 3 cas de figure là. Soit il y a une vraie évacuation, donc c'est ni plus ni moins comme de la plomberie, hein, comme pour les machines à laver, hein, vous rajoutez un siphon à côté. Soit vous mettez ça, vous accrochez le crochet en plastique sur le mitigeur, mais bon, là vous avez l'eau qui coule sur l'évier, donc si vous utilisez l'évier, c'est peut-être pas très propre. Ou alors vous mettez sur le bout du connecteur, vous mettez une petite tubulure, vous la plongez dans le siphon, comme ça vous pouvez encore continuer à utiliser l'évier. Tout ça, c'est sous la responsabilité du chef de service qui doit le valider par rapport à votre service de clin, de l'hôpital, etc. Mais idéalement, c'est d'avoir un siphon spécifique. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, on peut faire autrement. Moi, je vois un peu de tout dans les services. Moi, j'ai eu la chance d'en mettre beaucoup de Prismax. L'année dernière et cette année, j'en installe beaucoup, donc je vois bien que, en fonction des services, ils utilisent différentes solutions, quoi. Pour mettre en route la machine, vous avez le bouton vert et le bouton rouge. D'accord ? Sur le Prismaflex, vous avez le bouton marche arrière qui était sur le côté. Donc il faudra appuyer sur le bouton vert. Vous l'éteignez et vous l'allumez que par le bouton vert. Ou alors vous l'allumez avec le bouton vert et vous l'éteignerez, vous allez l'éteindre avec le bouton. Il y a une touche qui s'appelle fermer. Là. Donc il suffira d'appuyer dessus à la fin et elle s'éteindra. Le bouton rouge, quand vous l'éteignez par le bouton rouge, en fait, elle se coupe complètement électriquement. Là, comment ça se présente ? On l'a mis en route, vous avez Baxter. Comme un PC, vous avez la barre de tâches sur la partie supérieure. Là, vous avez un code de couleur. Donc, pour rappel, quand c'est vert, c'est que tout va bien. Nouveau patient, vous voyez la touche fermée. Donc, si vous appuyez sur fermer, elle s'éteint la machine. Nouveau patient. Alors, pour ceux qui ont une expertise sur le Prismaflex, ça c'est nouveau. Dès qu'on fait nouveau patient, on teste tout de suite le pouce-seringue. Il est testé. Voilà. C'est pour être sûr qu'il n'ait pas de problème. Surtout quand on fait du citrate, c'est quand même important de savoir s'il marche ou pas avant de lancer la thérapie, quoi. Donc, on a fait un test. Le test, il a lieu tout de suite. Hein. Et alors, idée secondaire, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Mais par exemple, là, moi je vais mettre formation. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je dis souvent à vos collègues, c'est que ces machines, on est capable de les faire parler, donc on a des outils pour les faire parler, pour compiler un petit peu tous les traitements, ça nous permet de faire des statistiques sur vos pratiques. Et bien évidemment que ces machines, elles sont aussi utilisées pour faire de la formation, quand il y a des nouveaux qui arrivent, etc., ils peuvent s'exercer sur les machines, et ça peut fausser les stats. Donc comme ça, on identifie clairement, là par exemple, je suis en formation, là, donc je mets formation, ça ne sera jamais comptabilisé comme un traitement. Après, si les équipes médicales sont sur une étude particulière, sur un type de membrane, etc., ils peuvent l'écrire, comme ça, quand on récupère les traitements, on récupère précisément les traitements qu'on veut, quoi. Mais vous pouvez très bien rien renseigner sur l'idée secondaire, c'est pas un problème. Le poids du malade, donc on va mettre 85 kg, l'hématocrit 30, et on va faire accepter. Ça va, là, hein ? Ça va ou pas ? Ouais. Donc là, regardez, la différence avec le Prismaflex, c'est que là, vous avez un menu déroulant, et à chaque fois qu'on valide une étape, vous avez la petite croix pour valider. On a une touche qui s'appelle sélection profil. Ça, c'est plus pour les médecins. On va pouvoir rentrer le protocole du service dans la machine. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire du citrate sur un patient qui fait 80 kg, vous aurez une ligne CVVH, citrate, 70-100 kg. Il suffira d'appuyer dessus, la machine, elle s'autoprogrammera. Il faut que l'équipe médicale me le valide, ça. Mais je pourrais rentrer votre protocole médical dans la machine. Ce qui permettra aux équipes médicales,
enfin s'il y a des gens qui sont moins à l'aise au niveau des médecins, de devoir tout préprogrammer, et puis vous, ça vous fera gagner du temps, parce que vous verrez que quand vous sélectionnerez le profil, la machine elle se positionnera directement à 7. Donc toutes ces 4 premières étapes qu'on va faire ensemble là, eh ben, elles s'autoprogramment. Donc ça vous fait gagner du temps. D'accord ? Donc ERC, on va faire suivant. SCUF, CVVH, CVHD, CVHDF, on va faire CVH. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi là? On fait du citrate, donc on fait du citrate, on fait toujours de la CVH. S'il y a quelque chose de pas clair, vous m'arrêtez. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez activé CVVHD, toujours pareil, ça dépend de ce qu'on active. Si vous activez la CVHDF, bon, il y a toujours moyen de... Si le médecin veut vraiment faire que de la CVVH, de mettre 0 de dialysa, vous ferez quand même de la CVH, mais vous allez perdre en autonomie, parce qu'il y a une poche qui ne va jamais tourner. Par contre, si vous activez la CVHD et que le médecin veut faire du convectif, là, il faut recommencer. Mais ça ne veut pas dire jeter le 7, hein. Ça veut dire juste recommencer. On récupère le 7. Ah bah oui, on ne jette pas le 7. Un 7, ça coûte aux alentours de 150 €. Ah bah ouais, après, à un moment donné, si vous êtes allé trop loin dans la procédure... Alors, ce qui va être bien, c'est bien que vous me parlez de ça, c'est que la machine, là, il va y avoir un dispositif lumineux qui va clignoter. Donc si vous voulez, le dialysa, par exemple, qui est vert, quand il est en injection, pour ceux qui ont déjà un peu d'expertise, il est violet. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de la réinjection d'eau, c'est violet. Donc en fait, la petite LED, là, elle va clignoter soit en vert, soit en violet. Si elle clignote en violet, c'est que vous avez bien activé la CVVH. Si elle clignote en vert, c'est que vous avez activé la CVHDF ou la CVHD. Donc, dès le début, maintenant, grâce à ce clignotement-là, vous allez voir si vous avez fait une erreur ou pas. D'accord? Donc ça, c'est un plus par rapport au Prismaflex, vous ne le saviez pas. Vous pouviez avancer sans le savoir. Là, elle vous le dira clairement, d'accord? Au niveau des pesons. Donc on fait suivant. Alors là, petite nouveauté par rapport au Prismaflex, il faudra sélectionner le 7. Donc on va sélectionner le 7, ST150. C'est écrit dessus. C'est un 7 ST150. D'accord? Après, vous faites suivant. Vous faites aucun systémique citrate calcium. Donc on va montrer en citrate calcium. D'accord? Donc citrate calcium, suivant. Après, est-ce qu'on met un réchauffeur ou est-ce qu'on ne met pas de réchauffeur? Ça veut dire que le réchauffeur thermal, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Souvent, cette technique-là, il faut le savoir, c'est une technique en continu, on a tendance à refroidir les patients. Donc le réchauffeur est indispensable. Mais on pourrait très bien faire avec cette machine, elle fait plein de choses, elle fait aussi des échanges plasmatiques sur des séances courtes, etc. Donc on n'est pas toujours obligé d'utiliser le réchauffeur. C'est pour ça qu'on vous laisse le choix. Donc on va mettre Thermax. On va faire suivant. Après, aucun ou auto-effluent. En gros, aucun, ça veut dire quoi? On utilise le Prismax comme le Prismaflex, c'est-à-dire qu'avec une poche de recueil de 9 litres sous la machine, ou alors on utilise le Prismax avec son option kit auto-effluent, où là, vous n'aurez plus besoin de manipuler les poches. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce kit, il peut fonctionner 6 jours. Le kit auto-effluent, 6 jours. Sur le même patient. D'accord? Alors, sur l'aspect économique, c'est quand même pas négligeable l'aspect économique, hein, parce que je ne veux pas non plus avoir des problèmes avec vos pharmaciens. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand vous utilisez le kit auto-effluent 3 jours, au bout de 3 jours, il est amorti financièrement par rapport à ce que ça coûte au niveau des poches de recueil. D'accord? Donc si vous l'utilisez plus de 3 jours, c'est bénéfice pour l'hôpital. Moins de 3 jours, ça coûte un peu plus cher à l'hôpital. Mais vous avez l'innovation. Donc soyez sensibles à ça. En général, de toute façon, c'est une technique avec cette machine, c'est des techniques en continu qu'on met en place. Donc comme c'est des techniques en continu, le kit auto-effluent, normalement, il est tout le temps utilisé. Et encore une fois, c'est 6 jours sur le même patient, auto-effluent. Même patient, on peut changer le 7, mais on peut garder le kit auto-effluent. Voilà. Au bout de 72 heures, il faudra changer le 7. Ou 48 heures, on s'en fout. Ou 48 heures. Voilà, au bout de 48 heures, on pourrait très bien changer. Ouais. Et puis, on remet un nouveau 7. Et vous gardez le kit. Voilà. Et même si on fait une pause de, je sais pas, 24 heures entre les deux. Ah non, il n'y a pas de pause. Là, Voilà. Non, c'est tout de suite. Ouais. D'accord. Accepté. Alors, pour la prescription, c'est des accès directs. C'est-à-dire que sur le Prismaflex, vous avez une touche prescription débit, et après vous modifiez les débits, vous faites tout valider. Là, c'est en direct. C'est-à-dire que vous appuyez sur débit 100, il se met directement à 100. Donc là, alors vous avez après les petits plus ou les petits moins, et la molette. Soit vous utilisez la molette pour augmenter le débit, soit vous utilisez les petits plus et les petits moins pour régler. D'accord? Là, la dose de citrate, on va la mettre à 3 millimoles. D'accord? Le prélèvement patient, on va le laisser à 0 pour le moment. Au niveau de la réinjection, pour ceux qui ont déjà un petit peu d'expérience sur le Prismaflex, vous rentrez un volume de réinjection total. Là, en fait, vous avez 2 pesons, on peut les rentrer un peson par un peson. Moi, je vous invite
appuyez sur injection totale, comme ça vous permet de rester dans les mêmes pratiques que pour le Prismaflex, et vous mettez la réinjection totale, par exemple si c'est 1005, vous mettez 1005 là, et qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Voilà. Elle va diviser en 2005, elle a fait 750, 750, d'accord? Au niveau de la compensation de calcium, on va se mettre à 100%, d'accord? Et on va faire tout confirmer. Température du réchauffeur. Alors le réchauffeur, à la différence de ce que vous avez aujourd'hui, là, en fait, on va être entre 35 et 38 degrés. Parce qu'en fait, la température qu'on va régler, c'est vraiment la température qu'on veut au patient. C'est-à-dire que ce sera la température que vous aurez à la sortie de la tubulure bleue. C'est très précis, quoi. Donc 35 à 38, d'accord? Quand vous réglez un point de consigne, c'est 38 maximum. Si par exemple vous voulez mettre 39, la valeur reste jaune et on ne peut pas le valider. Par contre, si vous mettez 38, qui est la valeur max, elle va rester blanche, vous allez voir. Là, je suis 37, là j'ai mis. Si je vais mettre 38, 337, 38, ça va être blanc, je valide, 38, et j'ai bien 38. Et après, je fais appliquer. D'accord? Ouais, pendant le traitement, vous pourrez modifier la température. Là, c'est un point de consigne pour démarrer. Mais après, vous allez voir, on peut modifier la température sans problème. D'accord? C'est la température du patient, c'est-à-dire qu'il veut que le patient ait plus ou moins, on va dire. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, on est entre le réchauffeur, lui, on peut le régler entre 35 et 38. Pour rappel, le réchauffeur, il ne refroidit pas, hein, on est bien d'accord. Soit il chauffe pas. Mais en l'occurrence, on sera entre 35 et 38. Et ce sera clairement la température que vous voulez au patient. Maintenant, si le patient il est en hypothermie, qu'il est à 37, le réchauffeur, et qu'il est quand même en hypothermie, bah, vous pourrez monter à 38 pour le réchauffer un peu plus. Vous pourrez l'arrêter le réchauffeur pendant le traitement. Je vous montrerai comment. Non, c'est qu'en fait, vous avez deux plaques chauffantes là avec des capteurs, entrée, retour. Et la machine, elle mesure la température à l'entrée, la température au retour. Et en plus, elle fait des compensations en fonction du dévissant. La pression des capteurs entrée, enfin c'est compliqué, et la température ambiante de la pièce. Donc c'est très précis, hein, c'est très précis. Mais en fait, en gros, elle va essentiellement mesurer l'entrée et le retour. D'accord? Mais dans son retour, en fait, comme elle sait qu'il y a une perte de charge en température, le temps que ça arrive au patient, elle calcule la perte de charge. On va d'abord scanner maintenant le set. Donc celui-là, j'ai déjà utilisé. Donc pendant que je n'ai pas utilisé, du coup, hein, j'ai de la marge. Donc on le scanne. Donc il me dit, placez le 7ST150 sur le chargeur. Voilà. Alors le côté sympa par rapport au Prismaflex, c'est que le chargeur, en fait, quand vous mettez le set sur le chargeur du Prismaflex, je ne sais pas si vous avez fait attention, le chargeur, il rentrait. Donc ça pouvait être chiant, des fois on n'a pas une bonne prise, donc on est obligé d'appuyer derrière. Là, il ne bouge pas le chariot. Donc vous avez vraiment une bonne prise, donc pour l'emboîter, c'est vraiment facile, quoi. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça c'est un petit côté pratique, plus pratique que le Prismaflex. Hein. Donc on va faire suivant. Et là, la machine, en fait, elle va valider ou pas la mise en place des éléments. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de commencer par le détecteur de fuite de sang. Moi, dans la pratique, je préfère commencer par les fluents. Parce que là, si vous voulez, la tubulure, elle est tellement longue que je me suis aperçu que vous étiez un peu perturbé par ça. Donc, mettez d'abord le capteur effluent. Regardez, je mets le capteur effluent. Bingo, elle est contente. Elle l'a validé. De là, je mets l'anneau de décharge. Elle est contente, elle le valide. Et après, je mets le détecteur de fuite de sang. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer dans les sens des aiguilles d'une montre progressivement pour mettre les autres éléments. Donc par rapport à ce qu'elle dit, moi je préfère commencer par les fluents, faire ça et ça, et après j'avance dans les sens des aiguilles d'une montre plutôt que de commencer par ça. D'accord? Vous ferez comme vous voulez, mais vous verrez qu'à l'usage c'est quand même plus pratique de faire comme ça. Et là, elle m'a validé tous les éléments. Si vous avez un doute sur un élément, vous cliquez dessus et vous avez un zoom. D'accord? C'est pas mal ça. Quand c'est bien, n'hésitez pas à me le dire, ça m'encourage moi. Donc là, on va mettre la chambre. Voilà, et là, le capteur de pression de retour. Voilà, valider, valider.
Voilà. Et voilà, je mets le clan. Bah là, ça zoom, regardez, là on vous dit que ça clignote, donc il faut mettre celui-là. Vous cliquez dessus, et vous avez un zoom qui vous montre de comment mettre le capteur, il faut le tourner, etc. Là, il y a écrit « Placer la capsule de pression d'entrée ». On vous dit ce qu'il faut faire. Il suffit de lire, en fait. Hein. Vous savez, on a essayé de faire mieux, sincèrement. Hein. On a essayé de faire mieux que le Prismaflex. Et le Prismaflex, franchement, c'est une machine qui est hyper intuitive, quoi. Donc c'est compliqué de faire mieux que le Prismaflex. Hein. Mais vous verrez à l'usage, mais c'est encore un niveau au-dessus. Après, c'est tout neuf, hein, ça vient de sortir. Hein, donc, même l'électronique qu'ils ont embarqué sur la machine et tout, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. En plus, c'est une machine qui va beaucoup évoluer, quoi. Voilà. Donc là, on va faire charger 7. Voilà, c'est passé. Donc on va faire suivant. Et là, donc on a mis le 7 en place, et maintenant on va me demander de mettre le kit auto-effluent. Donc je scanne. Voilà. Alors moi je vous invite, vous mettez carrément face à la machine comme ça. Je vais essayer de ne pas faire de nœud. J'ai déjà utilisé tout à l'heure. Donc voilà. Regardez. L'écran, vous le mettez face à vous. Que tout le monde voit bien ce que je fais. Vous voyez? J'ai mis l'écran face à moi. Comme ça, je peux travailler tranquillement. Qu'est-ce qu'elle me dit? Placer l'auto-effluent sur le chargeur latéral. Alors, bien évidemment, il y a des petits papiers et tout. C'est pas comme ça hein, sur la première utilisation. Hein. C'est que je l'ai déjà utilisé. Je peux en mettre un à chaque fois. Voilà. Donc, je l'ai mis sur le chargeur. C'est simple, non? Ouais, vous conviendrez que c'est quand même simple. Hein. C'est un jeu. Il faut suivre. Après, placer l'auto-effluent sur son chargeur. Sélectionner charger. Et Nono, le petit robot, il met en place. Donc là, on me demande de mettre le kit, faire charger 7. Après, regardez, on va mettre la tubulure de retour sur la cassette. Donc la tubulure bleue sur la cassette. Ça va ça? Tout le monde me suit là? Je suis ce qu'elle me dit. Acheminement à ligne bleue à travers les guides et sélectionner suivant. Donc suivant. Et là, regardez, pour ceux qui découvrent la machine, sapin de Noël. Là, la machine, elle vous dit quel est le peson qu'il va falloir manipuler, puisque ça clignote. Hein, c'est compliqué d'essayer de faire plus simple que ça, ça devient... Hein. Il suffit de... Regardez bien, le kit auto-effluent, là, on vient de tout monter, donc il est stérile, il est propre. Ça, c'est propre, ça, c'est propre. Donc on met la tubulure bleue à cet endroit-là, et vous allez voir, l'amorçage va se faire tout seul. Je vais finir le montage, hein, parce que comme on est là-dessus, je veux absolument que vous compreniez ça. Je vous ai dit que le kit auto-effluent, il pouvait être utilisé 6 jours. D'accord? Vous me suivez? Donc ça veut dire que si ce kit-là, il dure 3 jours, à un moment donné, on va retirer le kit, je vais vous montrer à la fin comment, on va en remettre un neuf, mais lui, on va pouvoir le garder sur le même patient. D'accord? Mais imaginez quand vous allez mettre l'autre kit neuf, la tubulure bleue, là, elle est stérile, et la deuxième tubulure du deuxième kit, on ne pourra pas la connecter là, parce que ça sera souillé. On l'aura déjà utilisé 3 jours. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est le montage, donc tout est propre. Donc je mets la tubulure bleue sur les fluents. C'est ce qu'elle me demande la machine. Vous allez voir que quand vous allez mettre un deuxième kit de traitement sur le même auto-effluent, la machine, elle va changer. Elle ne va pas vous dire de mettre la tubulure bleue à cet endroit-là sur le deuxième set. Elle va vous demander d'ouvrir le tiroir, le pesant là, alors que vous allez avoir déjà le kit auto-effluent qui va être mis en place, hein, qui sera mis en place pour le deuxième set. Mais elle vous dira de l'ouvrir, de mettre la poche de recueil que vous avez ouverte, que vous avez récupérée dans le deuxième set, d'ouvrir le pesant, de le mettre en parallèle
parallèle de l'autre poche, d'accord? Et vous mettrez la tubulure bleue stérile là-dessus. Comme ça, on pourra faire l'amorçage en gardant le kit. Et quand vous aurez branché votre patient, on va vous demander de jeter cette poche-là avec 2 litres de sérum phi, qui aura été utilisée juste pour l'amorçage du deuxième set avec le même kit auto-effluent. Et à ce moment-là, quand on aura branché le patient, on pourra mettre le jaune du deuxième kit propre sur le jaune souillé, parce que c'est du jaune, on s'en fout, c'est de l'effluent. D'accord? Donc ne soyez pas surpris, qu'on n'aura probablement pas le temps de le faire. Si on veut mettre un deuxième set avec le même kit auto-effluent, la procédure est un petit peu différente. Là, en l'occurrence, sur le premier set et le premier kit auto-effluent, on va respecter ce qu'on vous demande. Là, on vous demande de mettre la petite poche sur le peson. Alors, il y a une grande poche et une petite poche, mais là, encore une fois, on ne peut pas se tromper. La petite poche, un ergot, un connecteur. Donc, l'ergot, il est là. Le petit œillet, il est là, pardon. Donc, on connecte l'œillet sur le peson et on ferme. Normalement, si elle est contente, la machine, sapin de Noël devant, et elle vous demande de mettre la grande poche sur l'effluent. Oui, elle vous dira tout. Là, je vous l'ai expliqué maintenant pourquoi. Parce que si vous comprenez que d'un point de vue d'hygiène, c'est pas possible d'utiliser un deuxième kit sur le même kit auto-effluent parce qu'on ne peut pas connecter quelque chose de stérile dedans, vous allez comprendre pourquoi, au niveau du deuxième set, la machine elle va changer dans la procédure et qu'elle va vous demander de mettre une poche de recueil. C'est parce que tout simplement, on ne peut pas le faire. D'accord ? Comme ça, on comprend mieux, si on comprend les tenants et les aboutissants, en général, on mémorise mieux la procédure. Voilà. Pour ça, je me permets de vous l'expliquer maintenant. Surtout qu'on ne va pas remonter un deuxième set, vous voyez, dans la formation. Je ne vais pas vous faire un deuxième montage de set, etc. Donc je préfère vous l'expliquer maintenant. D'accord ? Donc là, le kit auto-effluent, on l'a mis en place. Rappelez-vous, la cassette, la tubulure bleue sur le jaune, et on a mis les deux poches. Alors, il y a une troisième tubulure qui fait 6 mètres, qui est sur le côté là. Pendant l'amorçage, vous pouvez très bien la mettre sur la machine. Si jamais vous montez la machine dans un couloir, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'évacuation pendant l'amorçage, parce que le sérum phi va dans la première poche. Par contre, dès que le traitement commence, ça va évacuer, donc n'oubliez pas de le mettre à l'évacuation. Et si bien évidemment vous montez la machine à côté du patient, à ce moment-là, il faut tout de suite tout bien connecter. Donc là, on vous demande de mettre ça à l'évacuation sur le côté. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au début, là, en l'occurrence, on a utilisé un set neuf avec un auto-effluent neuf. Donc, ce que je viens de faire là, c'est la manipulation que vous allez être amené à faire. Par contre, sur le deuxième kit que vous serez susceptible de mettre après 72 heures de traitement, puisque l'auto-effluent, on peut l'utiliser 6 jours, à ce moment-là, sur le deuxième kit, on ne pourra pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, utiliser le kit auto-effluent parce qu'il sera souillé pour l'amorçage, donc il faudra remettre une poche, vous voyez, sur la poche de devant, une deuxième poche que vous mettrez en parallèle, vous mettrez la tubulure bleue dessus, vous lancerez l'amorçage, et quand l'amorçage sera terminé, le bleu, vous branchez le semblable, et l'autre, vous l'achetez, la poche. Vous ouvrez le tiroir, vous l'achetez, mais vous ne touchez pas au kit auto-effluent. D'accord ? De toute façon, Là, le jaune, tu peux le remettre sur ton kit. Et après, le jaune, vous le remettez parce qu'on s'en fout. C'est souillé, hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la machine ? Elle sait que le kit auto-effluent, vous l'avez gardé. D'accord ? Donc, elle va probablement peser des poids sur les pesons. N'oubliez pas que le kit auto-effluent, la machine, elle a déjà tout pesé, elle, hein, puisqu'on l'a gardé. Donc, elle sait le poids qu'elle avait. Après, elle sait que vous allez réutiliser, vous y avez dit, hein, je vais vous montrer la procédure après, à la restitution, que vous allez garder le kit auto-effluent, et que par contre vous allez mettre un nouveau set. Donc elle sait que dans la procédure, il faudra qu'elle réamorce le deuxième set. Donc quand vous ouvrirez le peson, elle va partir avec une nouvelle poche et elle bipera pas en vous disant qu'il y a du poids sur les pesons, comme elle peut faire aujourd'hui le Prismaflex. C'est que ça a été conçu pour garder les poches. Quand vous allez finir le premier set, qui aura fait 72 heures, d'accord, vous allez mettre même patient, d'accord, et après vous direz à la machine, je veux garder l'auto-effluent, je veux garder les solutés. Donc en fait, elle vous demandera de retirer le set, de déconnecter les 3 tubulures qui sont sur les solutés, de déconnecter la tubulure jaune qui est sur le kit auto-effluent et de jeter le kit. Après, vous en mettez un neuf, vous connectez les 3 tubulures pour les poches, d'accord ? Et la tubulure jaune et rouge, elle va se mettre sur le sérum phi pour l'amorçage, et la bleue, il faudra mettre une nouvelle poche propre. Vous allez ouvrir le tiroir, le peson d'effluent, et vous la mettrez en parallèle du kit auto-effluent. Mais la machine, vous allez avoir des écrans, hein, ça sera tout dit par la machine. D'accord ? Maintenant, le réchauffeur. Alors, le réchauffeur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Remarque, vérifiez que le Thermax est sous tension et que le voyant lumineux est allumé. Donc, on appuie sur le voyant lumineux. Emballage pour la poche du réchauffeur.
Cette petite poche, elle fait 27 ml de sang. D'accord? Donc 27 ml de sang, et ça fait 189 ml. Donc je l'ai allumé. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Regardez la petite encoche. Vous la voyez l'encoche là? Donc on va vous demander de mettre la poche avec l'encoche à droite. On va glisser la petite poche du réchauffeur dedans, comme quand vous mettez votre carte CB dans les distributeurs. Sauf que là, il n'y a rien qui va sortir. Hein. Et dès que vous l'enfoncez à fond, vous voyez, on change d'écran et on vous dit quoi? Fermez le verrou de la poche du Thermax, sélectionnez suivant. Donc là, il y a un verrou là. On le ferme. Bingo, il est content. Et on lui fait suivant. Et c'est plus pratique que l'ancien réchauffeur parce qu'avec l'autre, les bientôt. Ah bah oui. Ah, c'est ça l'objectif, c'est de vous faciliter la tâche avec cette nouvelle machine. C'est ça le but. Hein. Ah bah si vous ne l'avez pas mis en route au départ, c'est fini après. Bon voilà. Donc là, on connecte tout, d'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? On vous dit de déconnecter à cet endroit-là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. C'est mâle, femelle. Mâle, femelle. Et de toute façon, la machine, il y a plus. Là, je fais vite, mais il y a plein d'écrans. Il y a différents écrans. Il y a cet écran-là, après on fait suivant, là on vous dit de déconnecter, après on vous dit de connecter. Un coup, il y a un écran pour déconnecter, un écran pour connecter. C'est très explicite. Je vous rassure, même si vous ne l'avez jamais fait, prenez le temps de lire les écrans, vous allez y arriver. Donc on fait accepter. Voilà. Et là maintenant, on vous demande de mettre les 2 litres pour l'amorçage. Donc là, on vous demande de mettre le sérum Phi, hein, comme pour le Prismaflex, il n'y a rien de nouveau là. Hein. Voilà. Ça va ça? Il n'y a rien de. Pas de changement. Vous avez vu que c'est un petit menu déroulant, et à chaque fois que vous avancez dans le menu déroulant, on le valide. On confirme. On vous demande de clamper la tubulure d'héparine, puisque là on fait du citrate, donc on vous demande de la clamper. Voilà, on fait confirmer. Et là, sapin de Noël, au niveau du peson PPS, on va mettre une poche. Alors, qu'on ne se méprenne pas, pour ceux qui débutent, là j'ai activé la machine en citrate. Ça veut dire que sur le peson PPS, normalement, vous mettez une poche de citrate. Hein? On est bien d'accord, c'est une poche de régiocyte. Impression orange. Là, j'en ai pas, donc je vais mettre n'importe quelle poche, je vais prendre une poche qu'on m'a donnée. Mais vous, pour ceux qui débutent, sur le peson PPS, en citrate, c'est une poche de citrate, régiocyte. Et l'impression est orange sur la poche de citrate. Ça va, ça, hein? Donc là, on met la poche de régiocyte, donc c'est du citrate avec 18 mmol de citrate. L'impression est orange, et ça va aller sur le peson PPS. Et la machine vous le dit, hein? Solution de citrate, régiocyte, d'accord? Donc là, on prend la tubulure jaune, la tubulure blanche, hein, pourtant je ne suis pas daltonien. Et là, on va se connecter sur la poche de citrate, la poche de régiocyte. Vous avez vu que moi je travaille debout. Ça évite de s'accroupir, etc. C'est hyper pratique, quoi. Moi, après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais c'est quand même très pratique de travailler comme ça. Alors, petit point important sur les connecteurs, là. Vous avez vu les valves, là? On a une valve bleue. Donc c'est plutôt sympa parce que ça évite que le fluide coule sur vos pieds, hein, parce qu'il y a une valve. Quand vous déconnectez, ça ne coule pas. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention quand vous les connectez parce que la valve, elle est sur l'extrémité du luaire femelle. Et en fait, quand vous mettez le mâle en face, il faut vraiment vous mettre bien en face, appuyer et visser. Si vous le mettez de travers, vous pouvez avoir plein d'air qui passe dans le circuit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les valves. On a des nouvelles valves, vous ne les avez pas encore sur vos poches, mais ça ne devrait tarder. En fait, au niveau de ces valves-là, pour vous apercevoir, pour connaître la génération des poches, les valves elles sont blanches, elles sont translucides, on ne les voit plus. Mais surtout, le connecteur il est fait différemment. C'est-à-dire que la valve, plutôt d'être en liseré du connecteur femelle, on l'a enfoncé la valve
Du coup, le connecteur mâle, quand vous le présentez devant le femelle, ça rentre automatiquement. Il n'y a plus de résistance. Et quand vous bloquez le connecteur, sur le dernier quart de vis, ça percute et ça pousse la valve. Donc ça évitera que les poches soient mal connectées des fois, qu'il y ait de l'air qui passe ou que ça se déconnecte. D'accord ? Surtout, hein, j'attire votre attention sur les poches. Si vous n'avez pas de problème d'abord, quand vous faites de l'hémofiltration, hein, si l'abord fonctionne bien, les seuls soucis que vous pouvez vous créer, c'est quand vous changez les poches. Parce que si c'est mal connecté, vous pouvez faire entrer de l'air dans le circuit. Et là, vous pouvez rentrer dans des situations vraiment qui sont très compliquées à gérer. Donc surtout, prenez votre temps quand vous changez les poches, d'accord ? Faites-le bien et vous n'aurez aucun souci. Voilà, la PPS. Vous voyez ? Donc là, j'ai le violet qui clignote, donc je sais que je suis en CVVH, que je ne suis pas en CHDF par exemple. Je sais que je n'ai pas de dialysa. Si j'avais du dialysa, j'aurais la couleur verte qui clignoterait. Vous voyez ? Et là, ce n'est pas le cas. Ça va ça ? Alors je sais que des fois, vous avez des petites tables à côté des machines. Vous mettez des petites tables, donc libre à vous de vous... si vous préférez. Mais le but, c'est de rester debout pour ne pas se faire mal au dos. Hein, d'accord ? Alors après, vous pouvez éventuellement la connecter si vous avez une petite table. Connecter la tubulure. Là, on voit bien que c'est la tubulure verte qu'il faut connecter. Et si vous avez un doute, vous cliquez dessus, vous voyez, on zoome. C'est zoomé automatiquement. Donc c'est quand même assez explicite. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis content de l'entendre parce que c'est ça. C'est la dialyse pour les nuls. Non. Attendez. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que même les nuls, voilà, je vais reformuler, même les nuls sont capables d'utiliser cette machine. Et bien évidemment, c'est quand même mieux d'avoir une expertise. Parce que, pour être sérieux, il y a le montage, et là je suis complètement d'accord, c'est que même quand on ne connaît pas la machine, pas nul, mais qu'on ne connaît pas du tout la machine, si on suit ce que dit la machine, eh ben c'est très facile à mettre en place. Après, c'est important d'avoir une petite expertise pour comprendre le fonctionnement de la machine et avoir les bons réflexes s'il y a un problème. C'est là où il faut avoir un petit niveau supérieur, et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous former. Hein. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses. Il suffit de suivre pour le côté mise en œuvre pour vous IDE, et après il faut un protocole médical en citrate cadré. Et de tête comme ça, je ne sais pas si David Couret est toujours chez vous, mais il a fait un protocole qui est vraiment bien fait sur le citrate, donc vous prenez son protocole, vous suivez, et après voilà, c'est bordé quoi. C'est bordé au niveau de la machine parce que tout est cadré, c'est bordé au niveau du médical parce que vous avez un protocole. Après voilà, il suffit d'être un peu, prendre son temps, voilà, et de réfléchir un petit peu pour comprendre ce qui se passe, pour les bilans des patients, pour faire les bons réajustements au niveau de la machine, et ça se fait bien. Mais ce qu'il faut, c'est bien cadré. Bien cadré au niveau de la formation sur le matériel, et avoir un protocole médical qui soit bien cadré. Et après, ça fonctionne. Vous savez, moi, je m'occupe de cette technique pour tous les services, même pour les enfants, pour la pédiatrie. Et en pédiatrie, c'est ponctuel, quoi. C'est vraiment rare. S'ils font 3 enfants par an, il y a des années, ils font 1 ou 2 enfants par an, puis d'un seul coup, la grosse année, ils vont faire, en termes d'activité par rapport à cette machine, 6 enfants. Vous voyez. Donc c'est très rare. Et en fait, ils le font peu, mais ils le font bien. Parce qu'ils sont tellement attentionnés à ce qu'ils font. Après, ils sont soutenus aussi par les pédiatres, parce que les médecins s'impliquent beaucoup, parce que au niveau des IDE, vous en faites tellement peu qu'ils sont là pour vous soutenir et vous rassurer. Mais je vous promets qu'en pédiatrie, ça se passe toujours bien. Donc, bien sûr que c'est plus facile quand on en fait beaucoup, mais on peut aussi y arriver quand on en fait peu. Il faut juste bien cadrer le truc et prendre son temps. Mais surtout pas avoir peur, pas appréhender. Je suis aussi là pour ça, moi, pour démystifier cette technique, pour que tout le monde se rende compte que, bon, voilà. C'est que le citrate, c'est sur la poche PPS, le peson blanc, c'est le citrate, donc c'est le régiocyte. Et sur le peson de réinjection 1 et de réinjection 2, c'est une solution complémentaire qui s'appelle le foxylium. Et c'est les bonnes poches là. Hein. C'est des poches foxylium, elles ont une impression verte. Donc sur la réinjection 1 et la réinjection 2, c'est du foxylium qu'il faut mettre. Donc impression verte, foxylium. Il y a 1,25 de calcium, et ça, la machine, elle est paramétrée pour ça. Et pour le citrate, c'est du régiocyte, impression de la poche orange. Vous avez bien fait de me le rappeler, ça.
Je répète qu'il n'y ait pas de confusion pour ceux qui ont peu d'expertise. Quand on fait du citrate, 2 types de poches différentes. Une poche pour le citrate, régiocyte, impression orange, et 2 autres poches pour la solution complémentaire qui s'appelle le fauxilium, qui est une impression verte. Et elle a de l'importance, enfin ce soluté a de l'importance parce qu'il y a 1,25 de calcium dedans. Et dans l'algorithme de calcul de la machine, c'est important qu'on utilise des poches qui ont la bonne concentration en calcium. Alors là, vous êtes vraiment la cible numéro 1 pour le citrate. Ah ouais, c'est qu'en fait, à la base, le citrate, alors déjà c'est une technique en continu, donc l'anticoagulation c'est compliqué, parce que qui dit technique en continu c'est compliqué. Donc clairement avec l'héparine, des fois il y a des difficultés à tenir les filtres, parce que les filtres, les patients ils font des thrombopénies induites à l'héparine, puis vous avez aussi des patients qui sont à fort risque hémorragique, ou qui sont allergiques à l'héparine, donc il fallait trouver une solution pour ça. Surtout pour les patients qui sont à fort risque hémorragique, et vous au niveau cérébral, les patients il ne faut pas qu'ils saignent. Hein. Donc anticoaguler à l'héparine un patient sous hémofiltration, ça peut être vraiment très rock'n'roll, voire très dangereux. Discutez-en avec vos médecins, ils sont plus bien évidemment, ils vous en parleront mieux que moi de ça. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment la cible. La neuro, faire du citrate pour vous, ça doit vraiment vous rendre service, parce que sur des patients à fort risque hémorragique comme ça, qu'on ne peut pas du tout anticoaguler, je pense que dans le passé, ils ont dû avoir peur de mettre en œuvre cette technique parce qu'ils ne pouvaient pas du tout l'anticoaguler et les filtres, ils n'arrêtaient pas de péter. Donc grâce au citrate, on peut mettre en œuvre la technique et on peut garder les filtres beaucoup plus longtemps. En plus, il y a ces indications cliniques sur les patients, fort risque hémorragique, TIH, patients allergiques à l'héparine, mais il y a aussi la durée d'épuration. Puisque comme c'est des techniques en continu, c'est souvent des patients qui sont instables, moins on change les filtres, mieux c'est. Parce que c'est pas anodin de restituer, de rebrancher. Donc plus ça dure longtemps, entre guillemets, mieux c'est. Et on s'est aperçu, il y a plein d'études qui le montrent, que quand citrate, on a multiplié les durées d'épuration par 2. Donc c'est un vrai plus. Le citrate, c'est un vrai plus. Et vous, vraiment en neuro, je pense qu'il faut en discuter avec votre chef de service. Hein. Je pense vraiment que ça a dû vraiment vous simplifier la vie, quoi. Enfin, ça simplifier la vie des médecins, pour la sécurité des patients, quoi. Bon là, c'est comme pour le Prismaflex, on va faire baisser chariot. Juste comme on la purge pas la seringue de calcium, c'est ça? Oui, surtout on ne la purge pas. Ça va se faire automatiquement par la machine, c'est une bonne remarque. Hein. Donc on va faire monter chariot. Voilà, on va verrouiller. Et on va faire accepter. Voilà, la machine elle est partie en amorçage. Donc il est important, quand vous allez brancher le patient, de garder vos pratiques Prismaflex, c'est-à-dire de vérifier le niveau dans la chambre, de le réajuster si besoin avant de démarrer. Ne vous dites pas c'est un système automatique, je m'en fous, il va être réajusté. Oui, mais ce que j'ai pu observer, c'est que pendant 10 minutes, il ne marche pas. C'est comme les gens se disent, c'est en automatique. Il suffit que pendant l'amorçage, pour des raisons X ou Y, vous avez fait rentrer un peu plus d'air que d'habitude. Le niveau est très bas. D'accord ? On démarre, il y a encore un petit peu d'air dans le circuit, et là le niveau il va baisser. Et il va carrément vider la chambre, quoi. C'est une bêtise parce qu'en fait, quel que soit le mode de traitement, il faut se mettre sur un niveau haut. Donc là, il faudra garder ce principe-là, même si c'est en automatique, au branchement. On s'assure qu'on se met bien sur un niveau haut. Comme ça, pendant 10 minutes, s'il y a un peu d'air qui passe, ça baissera, même si le système automatique c'est pas encore mis en route. Et après, il se mettra en route, et là, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Il gérera automatiquement le niveau. Après, ce qu'il faut quand même que vous gardiez à l'esprit, c'est que si vous faites rentrer une grosse rentrée d'air et que le niveau il chute trop vite, à un moment donné, il n'arrivera pas à compenser. D'accord ? Donc là, il vous dira, il sonnera et il passera en manuel. Et il vous dira, attention, impossible de réajuster le niveau, présence de mousse, présence de mousse ou autre, mais il vous alertera. D'accord ? Normalement, ça fonctionne tout le temps en automatique, sauf problème. Et là, elle vous prévient la machine. Et elle repasse en manuel. Mais sinon, vous êtes tranquille en automatique. Donc voilà, donc là, on a fait le premier d'amorçage, on va faire continuer. Mais avant de tout commencer, je vais refaire déjà mon niveau. Normalement, je devrais avoir outils. Ah, j'ai plus la main maintenant.
On le refera tout à l'heure. Vous voyez, à discuter, j'ai oublié de le faire. Normalement, il fallait que je refasse un amorçage manuel, tapoter dessus là, et refaire le niveau dans la chambre. D'accord? Ah, dès que c'était terminé. Dès que c'était terminé, sur le deuxième litre, j'aurais dû tapoter sur le filtre pour évacuer les microbulles d'air. D'accord? Et quand j'avais fini ça, refaire le niveau dans la chambre. En discutant, j'ai un peu zappé le truc. Hein. D'accord? Surtout pensez à le faire. On va le refaire là. Dès qu'il démarre, de toute façon, il faut que je refasse le niveau. Alors, au niveau du branchement. Alors, on branche tout là. On clampe tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Normalement, alors moi ce que je vous invite à faire, en général, après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi ce que je vous invite à faire tout le temps, c'est d'abord prendre la tubulure bleue, pour la tubulure de retour. Je vous passe sur les précautions d'hygiène, hein, vous avez plus l'habitude que moi. Et vous connectez ça au bleu du patient, d'accord? Comme ça, vous avez libéré la tubulure là, d'accord? Après, vous clampez tout là, vous prenez la tubulure jaune là, et la tubulure jaune en fait, vous la mettez à la poche effluent. Enfin, c'est pas la poche effluent là. Là, c'est le kit auto-effluent, d'accord? À la différence, avant vous la mettiez là, maintenant vous allez la mettre sur le côté là, d'accord? Et là, en fait, là, moi je vais utiliser l'Y comme mon patient. Mais vous, normalement, vous avez une voie supplémentaire, vous, là. Bon, on va brancher le patient. Donc là, je l'ai branché. Alors, je vais démarrer le traitement. Alors, ce que je vais faire, température, bah, je m'en fous. Par contre, je vais dans outils tout de suite, ajuster le niveau. Et vous voyez, pour ajuster manuellement, vous faites ajuster le niveau. Et là, vous appuyez sur la petite flèche, là. Et là, je vais monter le niveau. Voilà, là je l'ai monté en haut, vous voyez. Vous avez vu comment j'ai fait pour régler le niveau dans la chambre? Chose qu'il faudra faire après l'amorçage. Vous allez dans Outils, Ajuster niveau, et là vous avez deux petites flèches. Là il est en automatique, et quand vous appuyez sur la petite flèche, vous remontez le niveau, d'accord? Et après vous démarrez le traitement. Là, en discutant, j'ai passé le cap, je ne pouvais plus revenir en arrière. Hein. Mais ce qui veut dire que pendant le traitement, on peut faire Outils et réajuster. Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'il est automatique, donc normalement vous n'avez plus à le faire. Moi je vous sensibilise, c'est au branchement. Gardez les pratiques Prismaflex, c'est-à-dire vous assurez que le niveau il est bien haut, parce que comme je vous l'ai dit, ça va mettre 10 minutes avant de s'auto-étalonner et passer en automatique. D'accord? Donc ne vous laissez pas surprendre sur les 10 premières minutes. Bon là c'est un peu compliqué dans le sens où le clan, moi je l'ai utilisé pour que ça soit mon patient. Ça, c'est mon patient. D'accord? Vous, en fait, vous avez l'Y qui est là. Le bleu, visualisez-le. Imaginez que je l'ai connecté là, le bleu. D'accord? Qu'il est connecté à côté, là. D'accord? Vous me suivez? J'ai connecté le bleu là. Donc, vous visualisez ça. Le connecteur de retour bleu là. Le rouge, il est connecté là. Donc, on est en train d'aspirer le sang du patient. Et là, à cet endroit-là, j'ai mis une tubulure supplémentaire avec une poche de sérum que j'ai mis là, sur le côté. Qui est clampé. Alors le clan, justement, alors n'oubliez pas, le bleu il est là, hein. On l'a connecté là, ça tourne là avec le bleu à côté. Hein. Le clan là, n'oubliez pas de le mettre le plus proche possible du patient. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas le plus proche possible du patient, vous pouvez avoir un retour de sang là, et ça risque de cailloter. Et quand vous allez avoir besoin de l'utiliser, il va y avoir un caillot. Donc vous vous rapprochez le plus possible du patient, vous clampez, d'accord? Et quand vous en avez besoin, cette voie supplémentaire avec la poche de sérum, c'est ça dont vous me parlez, il suffit de l'ouvrir. Soit pour restituer, mais pas que, hein, pour la restitution ou après une problématique d'abord. Parce que si jamais il y a un abord qui ne fonctionne pas bien et que la pompe à sang elle tourne et ça aspire, mais le sang n'arrive pas, vous allez avoir une pression très négative et là vous êtes bloqué, quoi. Vous n'avez plus accès à la machine. Donc d'ouvrir la voie pour pouvoir faire chuter la pression et faire redémarrer la pompe à sang pour essayer de régler le problème, ah oui, ça aide. Par contre, il faut faire attention parce qu'on gonfle un peu le patient. Mais n'empêche que ça vous aide à redémarrer. Donc c'est quand même important d'avoir cet Y. Hein. Surtout que vous savez que les abords... c'est malheureusement des problèmes, je ne vais pas dire qu'ils sont fréquents, mais c'est souvent.
Je vous montre sur l'écran de situation. Alors regardez, là on a démarré. La machine, elle vous donne la prochaine intervention. Donc là, en l'occurrence, là, c'est pas grave, allez. La prochaine intervention, c'est sur la PPS. Si vous voulez avoir toutes les interventions, vous appuyez n'importe où sur l'écran, et là, vous avez toutes les interventions. Donc vous savez les interventions que vous allez avoir à faire sur cette machine, ce qui vous permet éventuellement de vous projeter sur autre chose si vous voyez que vous avez du temps. Et ça, on ne l'avait pas sur le Prismaflex. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Non, si la question c'est est-ce qu'on peut anticiper le changement des poches quand on est dans la chambre, à 3-4 minutes près, bien sûr. Bien sûr. Donc on appuie n'importe où sur une poche, là, par exemple sur celle-là, ça clignote, c'est changer poche en fait. C'est comme un changer poche sur le Prismaflex, sauf que là il suffit d'appuyer sur la poche. C'est vraiment un accès direct. Par exemple, regardez, la poche est en train de se vider là. Et la pompe à sang est toujours en train de tourner. Hein. Oui. Donc quand ça se vide, en fait, on voit bien le niveau dans la poche se vider. D'accord. Donc ça aussi, hein, ce qu'il faut intégrer, c'est que c'est le vrai niveau que vous avez au niveau des poches. Alors, ça c'est l'entrée, le retour. Donc ça c'est par rapport à l'abord. PTM, perte de charge, ça c'est par rapport à ce que vous aviez aussi sur le Prismaflex. N'oubliez pas que la perte de charge a été remplacée par delta P. Delta P, perte de charge, c'est la même chose maintenant. Le Prismax maintenant c'est delta P. D'accord. On va relever tout ça après. Ben voilà. Donc dites-vous que perte de charge ça a changé, c'est delta P maintenant. D'accord. Après vous avez autre réglage qui est là. Si vous appuyez sur autre réglage, vous avez la compensation PLP. Alors c'est quoi la compensation PLP? C'est par rapport à l'UF du patient. C'est une technique en continu, et vous savez bien qu'au niveau de l'UF, bah, quand on change les poches, etc., bah, l'UF est arrêté du patient. D'accord. Donc l'air de rien, sur 72 heures, bah, comme il y a quand même pas mal de changements de poche, ça peut, sur la quantité d'UF qu'on aurait dû retirer au patient, ça peut générer des écarts. Sur le Prismaflex, on est à peu près à 91-92% de l'UF total sur 72 heures, par rapport à ce que le médecin a prescrit. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec le Prismax? Quand vous changez une poche et que vous refermez le tiroir, en fait, pendant 10 minutes, la machine, elle ultra-filtre un peu plus pour compenser ce qui n'a pas été prélevé. Du coup, sur 72 heures, on est à 99,8%, je crois, sur l'étude qu'ils ont montré. Donc voilà, on a rajouté la compensation et le PLP, qui est pas automatiquement, enfin, qui est automatiquement activé, mais qu'on peut désactiver. Parce que, encore une fois, cette machine, on peut connecter des enfants dessus, et pour les plus petits patients, ça peut éventuellement peut-être générer des soucis. Donc, si vous voulez le désactiver, vous pouvez. Temps de rappel, temps jusqu'au rappel. Quand vous faites du citrate, la machine, elle vous envoie des messages d'avertissement pour vous dire de refaire les bilans. Moi, ce que je vous avais demandé, c'est de le mettre à 0. Hein, comme ça, quand vous faites vos bilans, un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, après une heure après le quart d'heure ou après la demi-heure, et après toutes les 4 heures, et voire après 24 heures, toutes les 6 heures. Et bien, toutes les 4 heures, là, quand le patient est équilibré, ben, vous allez dans temps jusqu'au rappel, et c'est là que vous mettez à 4 heures ou 6 heures, vous faites accepter, et la machine, elle sonnera. Et au moins, elle sera en phase par rapport à vos bilans. C'est ça l'idée. Donc on la laisse à 0, et quand vous l'avez équilibré, vous mettez soit 4 heures, soit 6 heures, comme je viens de faire, autre réglage, et elle sonnera au bon moment. Ça correspondra parfaitement à vos bilans. Autre réglage, et là, temps jusqu'au rappel. Mais par exemple, vous voulez modifier un débit, vous voulez modifier le débit 100. Vous appuyez sur débit 100, et vous modifiez le débit. Donc par exemple, vous passez à 155, et vous faites tout confirmer. OK. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire justement avec la barre de tâches là-haut. Hein. Alors, si on appuie sur thérapie, si on appuie, comment? Il y a plein de choses, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les informations sur le patient qui sont indiquées là, le poids, l'hématocrite, le seuil perte-ou-gain. Là, vous avez l'anticoagulation. Là, vous avez la CVH. Donc, ce qui est intéressant au niveau de la CVH, c'est de savoir un petit peu le temps, le temps de fonctionnement de ce set versus le temps de fonctionnement d'auto-effluent. Ça vous permet d'avoir un petit peu savoir où vous en êtes. Après, la machine, elle fait ses calculs toute seule. Donc, s'il y a un souci, vous inquiétez pas. D'elle-même, elle vous dira non, je peux pas, ou je peux continuer à utiliser le kit avec un nouveau set. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, vous verrez si vous pouvez le faire ou pas. Elle fait déjà ses petits calculs. Mais bon, si vous voulez avoir de la visibilité, savoir depuis combien de temps lui il est utilisé, le kit auto-effluent, bah, vous allez sur thérapie et vous avez l'information. D'accord ? En dessous, vous avez aussi la fraction de filtration. Donc si les médecins veulent voir la fraction de filtration, ils l'ont en bas. Alors sur l'historique maintenant. Alors l'historique, il y a beaucoup de choses sur l'historique.
Au niveau de la prescription, donc c'est ce qu'on vient de voir là, thérapie. Au niveau de la dose effluent, donc vous avez un récapitulatif un petit peu sur les fameuses doses effluents dont on parlait tout à l'heure en ml/kH. Donc là vous avez vraiment ce qui est délivré, enfin ce qui est prescrit. Et vous avez une visibilité par jour et sur le total ou sur les dernières 24 heures. D'accord ? Ce qui en général vous intéresse plus, souvent, c'est le PLP, le prélèvement patient. Savoir un petit peu combien vous avez prélevé. Alors, a priori, c'est toutes les 3 heures, vous, c'est ça aussi ? Vous faites des relevés tous les combien ? 2 heures, vous ? Donc vous avez les 2 dernières heures ou les 3 dernières heures pour vous, et vous avez le cumul. Donc si je programme toutes les 3 heures, c'est une fenêtre qui fait 24 heures, donc ça fait 8 variables. Si je programme toutes les 2 heures, vous aurez 12 variables sur la fenêtre. D'accord ? Donc vous avez les 2 heures ou les 3 heures en cours et le cumul. D'accord ? Sur les événements, là vous avez tous les événements et là vous sélectionnez ce que vous voulez. Si vous voulez les alarmes, vous sélectionnez alarme et là vous avez toutes les alarmes. C'est plutôt pas mal, hein. Ça on ne l'avait pas sur le... Enfin, disons que c'est plus explicite. Sur la barre de tâches maintenant que vous avez en haut, au niveau de l'historique, hein, donc la dose effluent, je vous en ai parlé. Au niveau de la dose PLP, donc là, je verrai en fonction de comment on s'organise, si on fait toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures par rapport à l'air poli. De toute façon, je serai obligé de configurer toutes les machines de la même façon. Donc il y aura une discussion. De toute façon, je dois voir les équipes médicales, la vôtre, je la vois vendredi, et celle de la Réapoli, je la vois vendredi prochain. Donc j'y discuterai avec eux, et puis ils me diront ce qu'ils veulent. Je m'adapterai, moi. Les événements, donc ça je vous l'ai montré aussi. Alors au niveau des pressions, je vous ai dit que moi ce que j'aimais bien avec le Prismaflex, enfin je ne sais pas si je l'ai dit à vous, mais je l'ai peut-être dit à vos collègues ce matin, je confonds peut-être. Sur le Prismaflex, vous avez une petite courbe en bas à droite de l'écran, à cet endroit-là, là, une courbe verte et une courbe blanche. Moi je trouve ça plutôt bien, ça permet de voir un petit peu comment le filtre évolue. Malheureusement sur le Prismax, ils l'ont retiré pour le moment. Ça va probablement revenir, mais pour le moment, il faut s'adapter à ce qu'il nous donne. Hein. Donc, si vous voulez avoir de la visibilité sur l'évolution de la PTM ou de ΔP, vous allez dans Historique, Pression, et là, vous sélectionnez ΔP et PTM, donc on va désactiver les autres. Voilà. Et là, on va augmenter le zoom. Voilà, il n'y en a pas assez. Voilà. Mais là, si vous voulez, il y a tellement peu de traitement que je ne peux pas plus le zoomer que ça. C'était pratique. Ouais, c'était pratique. Bah après, non, c'est plus chiant. Ouais, c'est chiant. Alors, pour vous rassurer quand même, vous avez les valeurs. Hein. Vous avez les valeurs qui apparaissent là. Hein. Attention, hein, vous avez quand même les valeurs. Mais la petite courbe pour voir l'évolution, moi j'aimais bien. Oui, parce qu'on pouvait voir si ça montait. Ouais, exactement. L'inertie, c'est important de voir au niveau de l'inertie si elle est bonne ou pas bonne. Surtout quand on fait des modifications de paramétrage. Là, on ne le voit pas. Je suis désolé, mais voilà, ils sont partis là-dessus. Donc je pense que ça va bouger. Hein. On s'est suffisamment... Enfin, on leur a remonté cette remarque qu'on a eue de votre part. Hein. Donc voilà, je pense que ça va venir, ça. Donc voilà pour l'historique. Et au niveau de la température, bon après je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on est assez content de notre réchauffeur au niveau de l'efficacité du réchauffeur, parce qu'il chauffe vraiment très bien. Parce qu'on avait un petit point faible avec les anciens systèmes où on avait de temps en temps des patients en hypothermie. Donc on peut très bien montrer les montées en température, etc. Bon, à votre niveau, c'est pas essentiel. Hein. Alors maintenant, outils. Ça par contre, c'est une fonction qui est importante. Outils, quand on se met dans la... Alors attention sur le Prismaflex, vous avez une fonction outils système. D'accord ? Là, on a outils et système. Donc, au niveau outils, vous avez soit normalisé le détecteur de fuite de sang, comme pour le Prismaflex. Je rappelle que si vous avez une alarme de fuite de sang, le réflexe à avoir, c'est est-ce que c'est une vraie alarme de fuite de sang ou pas. Donc, on prélève à cet endroit-là, on regarde si c'est une fuite de sang, on prélève, on utilise un réactif au sang, genre les bandelettes pipi. Si ça réagit au sang, c'est qu'il y a du sang, donc on change le filtre parce qu'il y a des problèmes d'efficacité. Par contre, cette alarme, elle est rare, et quand elle arrive, c'est souvent une fausse alarme, liée à de la bilirubine, ou liée à des antibiotiques qui passent à travers la membrane. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous appuyez sur normaliser DFS, détecteur de fuite de sang, et vous rétalonnez le détecteur de fuite de sang. D'accord ? Donc ça permet de continuer le traitement et pas bloquer le traitement. Là, vous venez de dire, on change le filtre. Il y a possibilité de changer... Non, on change toute la cassette, hein, c'est moi qui... Non. C'est vrai qu'en plus, vous avez une expertise sur la dialyse conventionnelle, donc ça ne vous choque pas d'entendre ça. Ouais. Moi, quand je dis changer le filtre, on change toute la cassette. Hein. Nous, tout est préconnecté, on ne peut pas. Hein, d'accord ? Donc voilà pour normaliser le DFS. Je rappelle, DFS, détecteur de fuite de sang. Après, vous avez ajusté le niveau. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous voulez rajuster manuellement le niveau, vous avez 2 flèches. D'accord ? Désactiver le DMB ou fermer. Voilà, donc soit vous voulez le désactiver, mais on ne le désactive jamais. Et vous refaites le niveau là. Outils tout le temps.
Autotest. Alors le côté sympa, bon, vous, ça va peut-être pas vous parler parce que vous n'avez pas une expertise sur cette machine qui est hyper importante, parce que vous n'en faites pas beaucoup. Mais souvent, ce que j'ai pu dire aux plus anciens, qui peut arriver des fois, qu'on ait des pressions erronées sur la machine. Alors c'est des situations qui peuvent se produire une fois sur 100, donc je ne m'amuse pas à raconter ça à tout le monde, hein, surtout quand on débute. L'idée, c'est de ne pas faire peur avec cette machine. Mais c'est important aussi que dans une équipe, il y a des gens qui ont un niveau un petit peu au-dessus pour vous aider sur justement le traitement particulier où il y a ce cas de figure-là. Il faut que quelqu'un ait une solution à proposer. Donc c'est pour ça que je me permets aux plus anciens, quand je fais des formations de référents, j'en parle de ça. Et là justement, avec le Prismax, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans l'autotest, on peut lancer l'autotest d'éléments bien particuliers. On n'est pas obligé de faire un autotest complet. Voilà. Pendant le traitement. Par exemple, pour les plus anciens, ce que j'ai souvent dit, par exemple sur le capteur de pression d'entrée ou le capteur de pression filtre, des fois il peut y avoir une bulle d'air. En fait, c'est des capteurs, vous voyez, c'est un capteur qui se clippe comme ça, d'accord? Clac, on l'a clippé. Là, vous imaginez, hein, là il y a le sang, d'accord, qui passe là, et là c'est un volume d'air. Et plus vous faites passer le sang plus ou moins vite, la membrane elle bouge comme ça, d'accord? C'est facile à comprendre. Comme ça bouge, le volume d'air il bouge, donc la pression elle bouge. Mais des fois, si vous avez une bulle d'air qui passe là, ça colle à la paroi, et à ce moment-là, la mesure de pression ne se fait plus. C'est des situations qui sont exceptionnelles, mais ça arrive. Donc qu'est-ce qu'on vous demandait de faire avec le Prismaflex? Allez dans Outils Système, Autotest, et la machine dans son autotest, elle va créer une contre-pression pour décoller la membrane. Voyez, sauf qu'un autotest, ça dure plus de 5 minutes. Parce que, avec le Prismaflex, quand on le lance, il fait son autotest de tous les éléments. Alors que sur le Prismax, si vous êtes dans Outils, Autotest, si vous voulez faire juste les pressions, Autotest pression, on appuie là, c'est parti, il va faire son test, et il va en sortir très très vite. Donc voilà, c'est pour des trucs bien particuliers, hein, des situations que ça se trouve, vous ne serez jamais confronté à ça, mais on se doit d'apporter d'éventuelles solutions sur des traitements un peu compliqués, quoi, hein. Mais sur le Prismax, c'est monté en autotest automatiquement. Celle-là aussi. Celle-là, elle vous envoie un autotest, elle met la machine en autotest au bout de 10 minutes et toutes les 2 heures. Mais si jamais vous avez une bulle d'air qui est passée dans le capteur juste après un autotest, il faut attendre 2 heures avant que ça soit réglé. Donc c'est ennuyeux, donc ça vous permet d'en faire un manuellement. D'accord? Vous avez l'autotest, vous avez, bon, la RPS, on s'en fout. Ah tiens, c'est intéressant ça. Comme j'ai eu un problème tout à l'heure, j'ai appuyé dessus, tiens. Je viens voir ce que ça donne. Autotest, anneau de décharge. Tiens, c'est pas mal, je ne savais pas pour la RPS. Très bien. Donc, outils. Autre chose, vous avez... Ah oui, d'accord, parce que j'étais sur autotest, d'accord. Ok. Donc là, autre chose, outils, vous avez test de connectivité, on s'en fout, capture d'écran. Quand vous appuyez dessus, vous avez un petit appareil photo qui apparaît sur la barre de tâches. Ça vous permet de faire une impression de l'écran. Donc si vous appuyez sur l'appareil photo, on fait une impression de l'écran. Alors à quoi ça sert? Aujourd'hui, franchement, pour être honnête avec vous, je vois pas trop. Enfin, c'est un moyennement d'utilité parce que vous avez toujours vos portables sur vous. Si vous avez un écran qui est un peu bizarre, vous faites une photo. Vous faites une photo et vous nous l'envoyez. Mais bon, dans les services, on n'a pas le droit d'utiliser ces portables, ça arrive. Hein. Il y a des services où ils interdisent les portables. Ça vous permet de faire une photo, c'est mémorisé dans la machine. Et nous, au niveau du SAV, on peut récupérer les données. Hein. Et ça permet... Parce que des fois, je parle souvent de la nuit parce que il se passait souvent des choses un peu plus irréelles la nuit, il y a longtemps, mais moins maintenant, parce que tout le monde est à peu près formé de la même façon, jour et nuit. Mais il est vrai qu'il y a une dizaine d'années, les gens du jour étaient mieux formés que les gens de la nuit. Parce que voilà, on les voyait moins souvent. Donc on avait souvent des petits soucis bizarres la nuit qu'on n'avait pas le jour. Donc j'en ai beaucoup plaisanté de ça. Après j'ai arrêté parce que j'ai vu que mon humour ne me faisait pas rire tout le monde. Mais souvent je disais qu'il y avait des problèmes qui les frontières du réel, etc. Donc je déconne un petit peu avec ça, maintenant j'arrête. Mais ceci étant, ça peut être intéressant. Vous savez, vous avez un écran d'alarme et des fois vous lisez votre écran d'alarme, vous le retranscrivez au service technique, vous ne le retranscrivez pas spécialement à l'identique de la machine. Après lui, il va le retranscrire au SAV, pas à l'identique de ce que vous lui avez dit. Moralité, entre le vrai problème et les informations qui arrivent chez nous, il y a un décalage qui est énorme. Donc ça peut être intéressant de faire des impressions d'écran. Voilà. Maintenant avec les... Pardon? Mais c'est dans la machine, après vous ne pouvez pas vous le récupérer. Voilà. Par contre, sincèrement, moi j'ai souvent des idées de référents quand ils rencontrent un problème. C'est des machines qui sont fiables, aussi bien celle-là que l'autre, hein, le Prismaflex, c'est une très bonne machine. Mais il leur arrivait des fois de me faire une photo, de me l'envoyer.
Des fois, je leur demandais. La personne que j'ai eue tout à l'heure, là, elle m'avait envoyé une photo il n'y a pas très longtemps d'un écran. Bon, voilà, c'est pratique. Ça permet tout de suite, on a vraiment l'information, quoi. On aura un numéro d'assistance. Alors, moi, je ne me cache pas, sincèrement. Hein, déjà, là-bas, je suis là pour les vendre et je m'occupe aussi de la formation, vous voyez. Mais toutes les machines, il y a ma carte de visite sur les machines. Donc, alors, le Prisma Flex, maintenant, vous commencez à tous bien la connaître. Donc j'ai beaucoup moins d'appels pour le Prisma Flex que je n'ai eu au début de l'histoire. Au début de l'histoire, on m'appelait beaucoup moins maintenant. Tant mieux, ça veut dire que les gens maintenant, tout le monde est à l'aise avec cette machine. Et je suis hyper confiant avec celle-là parce que pour ceux c'est intuitif et c'est la continuité du Prisma Flex. Je vous interpelle juste sur un point, ne vous dites pas que c'est vraiment la même machine et n'y allez pas les yeux fermés en vous disant allez, en 10 minutes j'ai monté la machine, prenez le temps. Non, mais je sais comment ça peut se passer. Prenez le temps de monter, prenez le temps de lire les écrans, même si vous avez l'impression que c'est la même machine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, et tant mieux, parce que la période d'apprentissage, elle va être très courte, ça c'est sûr, hein, mais pas d'excès de confiance. Prenez le temps de lire les écrans. Hein. Comment ? On ne fait pas souvent que la confiance, elle se travaille à chaque fois. Ouais, bon. En tout cas, vous savez, vous, votre service, franchement, vous êtes complètement autonome par rapport à cette technique. Et ça, c'est bien parce qu'il y a un peu moins de 10 ans, vous ne l'étiez pas. Donc, vous avez franchi pas mal de pas. En plus, vous faites du citrate, etc. Voilà, je pense qu'au niveau de l'équipe médicale, ils doivent apprécier quand même de pouvoir mettre cette machine en œuvre dans le service, sans stress. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu d'appréhension parce que vous n'en faites pas beaucoup, mais n'empêche que ça se déroule et ça se passe bien et que ça aide surtout les malades. Quoi. Et par rapport à la maintenance, parce que des fois, dès qu'on allume le Prisma Flex, ça fait maintenance et on ne peut même pas utiliser. Alors, si ça. Alors, non, ça, justement, c'est bien de parler de ce genre de choses. Bon, moi, je fais beaucoup de choses. Je vends, je forme, mais là, maintenant, je ne m'en occupe pas. Hein, j'ai des techniciens pour ça. Mais j'ai des informations à vous donner. Si vous avez un message d'avertissement sur les machines, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le bypasser. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la machine quand même. C'est pas bloquant. Hein. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser combien de temps c'est une machine qui est pleine d'électronique. Donc c'est très fiable, ça tombe peu en panne. Il faut quand même les étalonner, utiliser des outils de diagnostic pour voir si tout va bien. Mais c'est vraiment très fiable, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous savez ce que vous faites. Vous l'utilisez, vous le signalez au biomédical, une fois. Vous le signalez 2 fois, vous le signalez 3 fois, et puis si vous voyez que la machine n'a pas été révisée, vous allez avoir votre cadre, sans non plus faire dans la délation, des choses comme ça. C'est qu'à un moment donné, les choses, il faut que ça avance. Quoi. Si vous avez prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il faut que le service technique il révise la machine. Vous voyez. Mais c'est pas bloquant. C'est-à-dire qu'on peut décaler d'1 mois, 2 mois, 3 mois la révision. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que ça soit fait. Donc ne vous dites pas non plus, c'est pour ça que moi je dis ça pour vous rassurer, si vous êtes confronté avec des machines, parce qu'en général elles ont toutes besoin d'être révisées en même temps, hein. En général ils font tout en même temps, donc n'ayez pas peur si vous avez besoin d'utiliser, vous le signalez 1 fois, 2 fois, 3 fois au biomédical, et puis à un moment donné vous prévenez votre cadre, comme quoi vous avez appelé 3 fois, bon je pense pas que vous en soyez là ici, mais si jamais ça arrive, 1, dites-vous que vous pouvez l'utiliser, mais 2, dites-vous aussi qu'il faut que ça soit fait. D'accord? Enfin, je dis votre cadre, ou votre chef de service, enfin, faut que ça avance à un moment donné. Hein. Pas de stress, on peut l'utiliser, mais à un moment donné, s'il faut la réviser, il faut la réviser. Hein. Après, franchement, au vu de l'éloignement que vous avez, sincèrement, hein, ils ne sont pas là les biomédicaux, donc je pourrais dire ce que je veux sur eux, mais ils sont compétents. Vous avez un service biomédical aussi bien ici, mais c'est vrai ce que je dis, aussi bien ici qu'à Saint-Denis. Avec l'éloignement, ils s'investissent beaucoup, donc ils sont très compétents. Voilà. Après, ils peuvent être surbookés, il peut y avoir des critères qui font que. Donc je serais étonné que ce ne soit pas fait. Mais en tout cas, mon niveau, ce que je peux vous dire, c'est qu'une machine qui a besoin d'être révisée, il faut la réviser. Mais vous pouvez l'utiliser si besoin. Donc voilà, outils, système, capturer, je vous l'ai montré. Ah, je ne vous ai pas tout montré. Outils, ça, je vous ai tout montré. Mesure interne. Bah, si vous appuyez sur mesure interne, imaginez que vous avez un problème quelconque avec la machine et que nous, on ne comprend pas bien au téléphone, enfin, on n'a pas assez d'informations, on peut vous demander éventuellement des informations techniques sur la machine pour comprendre. Hein. Après, système. Donc, système, vous avez la luminosité. Voilà, mode jour-nuit. Si vous voulez baisser la luminosité, la nuit, clairement, il y a beaucoup moins de passages et de bruit dans les services de réanimation. Donc, c'est peut-être bien, même pour les patients, de baisser la luminosité. Et après, pour l'alarme sonore, vous pouvez baisser l'alarme sonore. C'est bien ça, hein. Vous savez, ce qui est trop, c'est que quand on présente la machine dans les services, quand on est en démonstration par exemple, ça, dans ce qu'on nous a mis en place sur des PowerPoint de présentation de machines, ils n'en parlent pas de ça.
Alors que je vous promets, mais ça paraît être un détail, mais le jour-nuit pour les gens qui travaillent de nuit, c'est hyper appréciable, quoi. Donc, et on ne l'avait pas sur le Prismaflex. Donc moi je vous le montre tout le temps parce que je trouve ça bien. Voilà, déjà c'est beaucoup moins agressif pour les patients, parce que s'il y a moins de bruit dans les services horaires, on peut imaginer que tout est amplifié quand ce soit les. Voilà. Donc je vous remontre. Hein. Vous allez dans Système, soit affichage, soit son. D'accord ? C'est enregistré ça, je crois. Bon, par contre, faites quand même attention, il faut que ça sonne, il faut l'entendre. Hein. Si ça sonne, c'est pas bon signe non plus, donc il faut l'entendre. Mais si ça peut être moins agressif, pourquoi pas. Et vous voyez, ce que j'ai pu observer aussi, c'est quand vous baissez la luminosité, le fait que ça clignote, au début on pourrait penser que ça fait un petit peu gadget, mais la nuit c'est pas mal aussi. Dans une chambre où on est dans l'obscurité totale, on voit que le peson qui clignote, bon, tout de suite, hop, quand on est fatigué, on peut être fatigué aussi, hop, ça permet de moins réfléchir et d'aller directement à l'essentiel. Donc voilà pour tout ça, je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à ça. Les alarmes qui ont été bypassées, vous voyez c'est vert là, mais si je vais là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit Thermax prescription inatteignable à 14h36, on va aller voir pourquoi. 14h38, valeur de fonctionnement faible de retour, ça c'est normal parce que j'ai pas de cathéter, et 14h38, vérifier entrée. Donc on va faire fermer. Si je fais tout effacer, donc là si je fais tout effacer, elle efface toutes les alarmes. Mais s'il y a des alarmes qui sont encore actives, elle va tout de suite vous sonner. Par exemple, elle dit vérifier entrée. Bah oui, mais j'ai pas mis de cathéter, donc j'ai pas d'entrée, donc si vous voulez, j'ai effacé l'alarme et comme je l'ai pas réglé, elle revient. Vous étiez amené à faire un changement de poche. Regardez, j'appuie sur une poche, le traitement il a arrêté là. Là, ça fait juste une CEC. Juste une CEC, voilà. D'accord ? Du coup, par contre, Et d'un point de vue hémodynamique, le patient est censé être un peu plus Non, impeccable, ouais, sans problème. Oui, il est censé être plus stable parce qu'on ne le prélève pas, etc. Par contre, faites gaffe à un point quand même quand vous faites du citrate, si vous faites ça, ne le faites pas quand même trop longtemps, n'oubliez pas que le citrate c'est une stratégie anticoagulante régionale, que toutes les pompes sont arrêtées, donc il n'y a plus du tout d'anticoagulation. Hein, donc soyez vigilants. Vigilante, parce que autant que quand on fait de l'héparine, quand vous faites du nursing comme ça, et que ça peut être intéressant de mettre le traitement en bypass, parce que le temps qu'on bouge le patient, etc., c'est très bien, ça protège la membrane, et on peut y aller sans modération en héparine, autant qu'en citrate, faites gaffe parce qu'il n'y a plus d'anticoagulation. Quand vous faites le nursing, à un moment donné, quand vous allez bouger le malade, qu'est-ce qui va se passer? Ça coude et on peut avoir des problèmes au niveau du dévissant. Donc la machine, elle va sonner. Ce qui me pose problème, en fait, c'est qu'en fait, le dévissant réel par rapport au dévissant qui va dans la membrane, il y a un écart important. Et le traitement, lui, l'air de rien, il continue. Donc on continue, bonjour, on continue à ultrafiltrer alors que le dévissant n'est pas bon. Donc vous avez des fractions filtrées qui montent de manière significative pendant ce nursing-là, parce qu'il y a des problèmes de dévissant. Donc il est préférable de vous mettre en stand-by, donc faire comme si vous étiez amené à faire un changer-poche, la pompe passe en tour, quoi qu'il arrive, la membrane, elle est protégée. C'est-à-dire que le débissant, il n'arrivera peut-être pas bien, elle va sonner pareil, hein, mais au moins on n'ultrafiltre pas, vous voyez. Parce que quand il y a le traitement, on réinjecte, donc il faut récupérer l'eau, hein, les mêmes quantités. Donc automatiquement, on impacte la membrane. Et après, pour changer la seringue, franchement, hein, il suffit de suivre ce qu'elle vous dit, baisser le chariot, etc. etc. Hein. Clamper la tubulure, voilà. Clamper la ligne de calcium, ouvrez le verrou du piston, sélectionnez, baissez le chariot. Il suffit vraiment de lire ce qu'elle vous dit, hein. C'est très intuitif. Le réchauffeur, si vous voulez le désactiver, j'ai oublié de vous montrer ça. Vous voulez désactiver le réchauffeur, je commence à fatiguer moi. Le réchauffeur, vous appuyez sur désactiver. Si je fais appliquer, vous allez voir la petite flamme qui est là, hop, elle s'éteint. Donc il ne chauffe plus. Donc là on appuie là, activer, appliquer, hop, la petite flamme elle s'allume, on réchauffe. On a recirculation du sang, recirculation sérum Phi. Donc ça, les recirculations, on avait la même chose avec le Prismaflex, hein, sauf que c'était rédigé un petit peu autrement. Après, oui, pareil. Ah oui, mais alors ça, c'est les recirculations, et là, après, il y a arrêter le traitement ou jeter le set. Donc on va faire arrêter le traitement. On va arrêter le traitement. Faire une restitution d'urgence. Regardez, on fait déjà arrêter le traitement. Quand on a arrêté le traitement, la machine, elle vous dit quoi? Est-ce que c'est le même patient? Est-ce que c'est un nouveau patient? Ou est-ce qu'il faudra tout jeter? D'accord? Tout jeter, ça veut dire on arrête le traitement. Nouveau patient, c'est qu'on arrête, mais on va démarrer avec un nouveau patient. Et
et nouveau patient, attendez, je recommence. Je suis en train de m'embrouiller tout seul là. Même patient, c'est-à-dire qu'on a arrêté le traitement, soit parce que le traitement a fait 72 heures, ou soit on a anticipé un colmatage, et on va changer le circuit, on va recommencer. Donc ça sera le même patient, d'accord? Nouveau patient, on va réutiliser la machine, mais sur un nouveau patient. Et tout jeter, c'est qu'on va tout jeter et qu'on ne réutilise pas la machine, d'accord? Donc là, on va mettre même patient, je vous montre un petit peu toutes les possibilités que vous avez avec le même patient. Même patient, est-ce que vous voulez restituer le sang, oui ou non? Donc on va mettre oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez réutiliser les solutions? Oui. Est-ce que vous voulez réutiliser l'auto-effluent? Oui. Et là, elle vous autorise à le faire. C'est-à-dire que si vous avez dépassé, vous savez, les fameuses, s'il n'y a pas assez, s'il n'y a pas les 3 jours, s'il ne reste pas 3 jours pour le kit auto-effluent, là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à tout calculer, elle vous bloquera, elle ne vous autorisera pas à aller plus loin. D'accord? Donc c'est plutôt pratique. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, nous, on va faire, si on fait tout jeter, oui, on va le faire là. Donc, quelle que soit la solution, tout jeter ou même patient, nouveau patient, si je fais restituer le sang et que je valide ça, voilà, donc je dis que je vais tout jeter, j'ai arrêté le traitement trop longtemps, elle n'est pas contente. Donc je lui ai dit tout jeter parce qu'il n'y a plus de patient, je vais le restituer, je lui ai dit restituer le sang. Souhaitez-vous vider l'auto-effluent? C'est-à-dire qu'en gros, l'auto-effluent là, il est plein de fluide, avant de le jeter, plutôt que d'avoir apporté des poches pleines et après on va l'évacuer où? Donc on lui dit oui, il faut évacuer l'auto-effluent. Donc on va faire suivant, et là on va restituer 217 ml de sang. Pourquoi 217 ml? 190 et 27. D'accord? Historiquement, avec le Prisma, la vieille machine, la toute petite machine jaune, on n'avait que des restitutions manuelles, pour ceux qui ont connu ces machines-là. Après, on a basculé sur du Prisma Flex, et au début de l'histoire avec le Prisma Flex, c'était encore une restitution manuelle. Et ils ont mis en place une restitution automatique. Et moi, dans l'approche, je m'étais dit que c'était quand même mieux de restituer avec 70% automatique, et que la fin, on le fasse manuellement, parce que s'il y avait un caillot, bien évidemment, s'il y a un caillot, c'est arrêté par la machine, mais il y avait une double sécurité. Il s'avère qu'avec le Prisma Flex, à la fin de vie des Prisma Flex, même si on en commercialise encore cette année, des Prisma Flex, mais en tout cas, ils ont tout mis à 100% de restitution. Voilà. Parce qu'il y a une sécurité avec le détecteur d'air. Donc quoi qu'il arrive, la machine elle s'arrêtera. Et donc là, on est en automatique sur les 217 ml. Mais il est vrai, vous avez raison, que moi, au niveau des techniciens, je leur ai demandé de faire 70% d'auto et 30% en manuel. Donc là maintenant, par contre, vous êtes à 100% en automatique. Donc ça veut dire que vous allez démarrer la restitution automatique, elle va restituer tout et après elle s'arrêtera. Libre à vous après, si vous voulez restituer plus. Non, passez un peu. Vous pourrez faire un amorçage manuel si vous voulez un plus. Donc là, on va faire restituer le sang. Et là, en fait, le volume du set restitué, on est en train de, vous avez un pourcentage, et là, c'est en train de se décrémenter. Et on va, vous voyez, même ça se fait tout seul, quoi. Alors oui, mais ça c'est marrant, le côté manuel vous rassure tout le temps. Il n'y a pas que vous. Il y en a une qui est là, mais moi, si ça tenait qu'à moi, je les retirerais les manivelles. Ah, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Regardez. Au début de l'histoire, si on a mis des manivelles, c'est ni plus ni moins parce qu'il n'y avait pas de batterie sur les Prismaflex. Et quand ça se coupait, il fallait manuellement faire tourner la pompe à sang en attendant que l'électricité revienne. En réa, c'est rare. Vous avez des fois des... Non, mais normalement, ça ne doit jamais arriver en réa. Mais quand il y a des basculements sur les systèmes de secours, des fois, ça peut mettre un certain temps et ça peut être ennuyeux. Bon, les machines ont évolué, on a mis des batteries. Donc si vous voulez, vous l'utilisez quand la manivelle? Vous l'utilisez quand vous êtes en difficulté et que vous ne savez plus comment faire, et que la machine est bloquée et que vous voulez restituer le sang du malade. Maintenant, la machine, normalement, elle restitue automatiquement, d'accord? Ça veut dire que vous avez été... La machine, elle vous a autorisé à restituer automatiquement, c'est que tout va bien. Et normalement, pourquoi vous restituez? Soit parce que vous avez fait 72 heures de traitement, soit parce que vous avez anticipé un arrêt de traitement lié à la PTM ou à la perte de charge. Donc tout va bien dans la procédure, il n'y a pas de caillot, etc. Si la machine, elle s'arrête parce qu'elle vous dit filtre coagulé et qu'elle ne veut pas aller plus loin, n'allez pas plus loin avec la manivelle, d'accord? Parce que la machine, elle vous dit de ne pas le faire, d'accord? Après, n'excluons pas une défaillance technique de la machine. On ne peut pas l'exclure à 100%. Donc vous êtes en défaillance, la machine, elle est bloquée, je ne sais pas pour quelle raison, mais elle est bloquée, et vous voulez restituer le malade. Ça, c'est un cas de figure qui est exceptionnel, mais pourquoi pas? Moi, je peux en parler. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra l'éteindre électriquement, parce qu'elle n'aimera pas la machine sinon. Et regardez bien. Vous l'éteignez électriquement, donc vous appuyez sur le bouton rouge. Après, ça, vous allez le mettre là-dedans, d'accord? Par contre, le clan sera fermé. Ah oui, donc il faudra retirer la tubulure du clan.
Donc ça, c'est votre responsabilité. Et n'oubliez pas que quand vous allez restituer manuellement, il n'y a plus aucune sécurité au niveau de la machine. Donc c'est votre responsabilité. Maintenant, sur un cas de figure particulier, une machine qui plante au niveau technique, un patient, c'est quand même mieux de le restituer, quand même presque 200 ml de sang. Le médecin est d'accord. Voilà. Vous voyez pourquoi elle peut être utilisée la manivelle. C'est des épurés tout doucement, d'accord. Donc on a des doses de traitement qui sont très faibles, de façon à pas trop les déséquilibrer rapidement, hein, aussi bien quand ils sont chargés en plein de toxines, c'est pas bon de faire tout chuter trop rapidement. Donc on fait chuter les variables tout doucement, et en plus de ça, il y a plusieurs éléments qui font que cette technique est mieux supportée, essentiellement parce que les clairances sont très faibles et on les épure tout doucement, donc il n'y a pas d'effet rebond non plus, hein, parce que c'est en continu. Et en plus de ça, sur le volume sur l'extracorporel, on les a réduits, de façon que quand on branche, comme on ne retire pas beaucoup de sang, ça limite les risques de chute de tension au branchement. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hémodialyse séquentielle, comme vous avez dans les services de centre de dialyse chronique, c'est pas adapté pour la réanimation. Maintenant, en fonction des recrutements des réanimations, si vous avez des patients réa qui vont, entre guillemets, qui sont dans des lazy boys, par exemple, ça arrive, hein, qui vont mieux, qui sont sur un lazy boy, et qui ont une insuffisance rénale aiguë, ou insuffisance rénale chronique, là, si vous avez un générateur, il faut le mettre. Mais comme ces patients-là sont peu nombreux en réa, du coup, cette machine-là, elle peut pallier à ça. Et plutôt que de réfléchir sur une dose de traitement en millilitres kilo/heure en se disant j'ai un rationnel de technique en continu, c'est les experts, hein, les experts médicaux qui ont défini ça, et bien là on va faire de la CHDF, donc on va augmenter les volumes d'échange. Donc là on a à peu près 8 litres/heure, on va peut-être se mettre à 6 litres/heure, et on va se dire sur 6 heures, je vais faire chuter l'urée, la créate et le potassium. En gros c'est ça, hein. Donc urée, créate, potassium. Mais à la base, pour la réanimation, c'est différent. L'objectif c'est de les épurer tout doucement, et en plus de ça, on épure un spectre de molécules qui est beaucoup plus important en faisant de l'hémofiltration. Alors, c'est un éternel débat, hein, c'est l'histoire d'épuration de moyennes molécules, parce qu'il y a plein de médecins qui vous disent qu'il n'y a rien de prouvé, etc. Mais il y a quand même de la littérature sur des molécules bien précises comme la myoglobine. Il y a quand même de l'intérêt à épurer de la myoglobine, de la bêta-2, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a quand même il y a des papiers là-dessus. Et pour les patients en choc septique, il y a quand même des médecins, je n'aime pas trop parler comme ça, parce que quand ils n'aiment pas trop entendre ça, mais qui ont je pense qu'on peut appeler ça de croyances, mais de convictions. Il y a des médecins qui ont des convictions et qui veulent faire de l'hémofiltration parce qu'ils estiment que quand ils épurent des mauvaises humeurs, on va dire, des cytokines, on va appeler ça les mauvaises humeurs, les cytokines interleukines, et ben ça aide le patient à passer un cap, en fait. Mais ça, c'est un éternel débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études précises là-dessus qui disent c'est mieux d'épurer des molécules. Mais il y a quand même différentes écoles, et il y a des médecins qui veulent vraiment épurer un spectre de molécules important. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité avec le Covid, parce que vous avez vu que les IL-6 qui sont une cytokine bien particulière, ils se sont aperçus qu'il y avait des quantités d'IL-6 hyper importantes pour les patients qui étaient Covid et que c'était important de l'épurer, les IL-6. Donc on a des membranes spécifiques pour épurer des IL-6. Donc les membranes Oxiris, par exemple, nous on a upgradé nos ventes d'Oxiris pendant le Covid. Donc on voit bien que les médecins, ils sont quand même sensibles à aller plus loin dans l'épuration qu'épurer que de l'urée, de la créate et du potassium. Ils veulent, pour les patients de réanimation, des fois aller plus loin, quoi. Au niveau de cette technique, les techniques en continu sont utilisées à 85% dans les services de réanimation. Et il y a 15% où ils font un petit peu d'hémodialyse, à 15%. C'est qu'il y a des raisons, hein, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas qu'on anticoagule. En fait, si je peux me permettre d'être un peu plus précis, c'est qu'en fait, on inhibe la cascade de la coagulation là-dedans. D'accord ? Mais en fait, on n'anticoagule pas du tout. C'est qu'on sait que dans la cascade de la coagulation, si on inhibe le calcium ionisé, si on fait chuter le calcium ionisé sur une certaine valeur, donc en l'occurrence, il faut que ce soit entre 0,2 et 0,4, à ce moment-là, on sait que le filtre, enfin la cascade de la coagulation ne se remettra pas en route. D'accord ? C'est génial, parce que la cascade de la coag ne se remet pas en route. Alors en plus, on fait une stratégie anticoagulante régionale. Mais c'est vrai que quand on dit stratégie anticoagulante régionale, des fois ça perturbe les gens, ils ont l'impression qu'on anticoagule. Non, on n'anticoagule pas avec le citrate. On inhibe la cascade de la coagulation en faisant chuter le calcium ionisé. C'est ça l'idée. Il faut que ça reste entre 0,2 et 0,4 pour que la coagulation ne se mette pas en route. Donc du coup, quand vous faites du citrate, même au niveau de la surveillance, c'est beaucoup plus facile pour vous, puisque le marqueur de surveillance qui est sur le Prismax, on va en parler après, le delta P ou la perte de charge sur le Prismaflex, ça ne bouge plus. Par contre, vous avez toujours la PTM, la pression transmembranaire, à surveiller parce que les patients sont très inflammatoires, il peut arriver qu'ils fassent
qui est de colmatage de membrane, parce que si les patients sont très inflammatoires, ils peuvent déposer des fibrinogènes sur les fibres, etc. Donc malheureusement, le citrate ne règle pas tous les problèmes, et de temps en temps, vous avez des séances qui peuvent être un peu plus compliquées. Mais en moyenne, si vous regardez des durées de vie moyennes, on est aujourd'hui en citrate, en CVVH, aux alentours de 45 heures, et on est pareil, on est aux alentours de 24 heures. C'est presque le double. C'est vraiment pas anodin, hein, c'est vraiment intéressant. Mais ça se fait très bien en plus. Hein. Après, il y a des. Bon, là, l'objectif de cette formation, c'est pas de vous reformer sur le citrate, mais après, vous avez de la surveillance à faire pour vous, hein, sur la durée du traitement. Il y a 2 surveillances à faire. Une en post-filtre pour voir si le filtre, lui, la cascade, elle est bien inhibée, hein, pour voir si ça ne se remet pas en route. Donc, on contrôle en post-filtre, voir si on est bien entre 0,2 et 0,4. Et puis après, comme on injecte du citrate dans le circuit, au plus proche possible du patient, on injecte beaucoup de citrate. Ce citrate va chélater le calcium, donc on va créer un complexe citrate-calcium qui va se balader dans le sang. Et ce complexe, il y en a une partie qui va retourner au patient et une partie qui va dans la poche pipi. Et nous, notre objectif, à nous, en tant que constructeurs de ce dispositif, c'est de savoir précisément les pertes de calcium qu'il y a eu dans la poche pipi et les compenser. Pour pas que le patient soit en hypocalcémie. Et on les compense comment? On les compense avec le fluoxylium parce qu'on apporte 1,25 de calcium. On les compense aussi avec le pouce seringue parce que dans le pouce seringue, vous avez du chlorure de calcium. Et après, hein, pour que tout le monde comprenne bien, donc nous on est sûr que notre système il va être stable pendant tout le traitement. Ça ne bougera pas. Par contre, l'autre incertitude que l'on a, c'est qu'il y a une partie du complexe de calcium qui retourne au patient. Et là, on ne sait pas comment il va être métabolisé. Et comme on ne sait pas comment il va être métabolisé par le patient, on vous demande de faire des bilans rapprochés, surtout sur les 24 premières heures, pour voir si le foie il fonctionne bien. Puisque ce complexe, il est essentiellement métabolisé par le foie. Et c'est pour ça qu'on rapproche les bilans sur les premières heures, pour voir un peu comment le foie réagit. Et après, et c'est vraiment une spécificité de notre approche, hein, en CVVH, c'est qu'après, quand c'est stabilisé, il n'y a plus de réajustement. C'est ça la différence de système. C'est que quand le patient il a bien, on sait qu'il métabolise bien, ou qu'on l'a aidé à compenser un peu plus s'il ne métabolise pas complètement bien, ça ne bouge plus dans le temps. Après 24 heures, ça ne bouge plus. Le patient ne peut pas se mettre à... Alors, il peut y avoir une situation exceptionnelle, vous avez raison, on ne peut pas l'exclure, c'est que le patient il s'aggrave et que sa fonction hépatique se bloque complètement. Vous avez raison. Donc là, ça va... Mais en général, normalement, partant du principe que sur les 24 premières heures, tout se passe bien, entre guillemets, après ça ne doit plus bouger. En tout cas, ce que je veux vous dire, le message que j'essaie de vous délivrer, c'est que le dispositif médical, lui, il ne bougera pas, grâce à l'hémofiltration, puisque justement, on vous demande de vérifier, vous, la pression transmembranaire, d'accord, pour être sûr qu'on épure bien ce complexe. C'est comme une porte, vous voyez la porte là. Imaginez que la porte, plus vous la fermez, moins ça passe. D'accord ? Et là, si ça ne passe pas, à un moment donné, on n'épure plus. Donc on vous dit, vous la fermez, vous autorisez à fermer la porte jusqu'à, en l'occurrence on pousse jusqu'à 300 mm de mercure. Et à 300 on arrête. Mais n'empêche que du début du traitement jusqu'à 300, le complexe citrate calcium qui est dans la poche pipi, c'est le même du début jusqu'à la fin de la séance. Et c'est un des points forts de l'hémofiltration quand on veut mettre en œuvre le citrate. Ça évite des complications. Après on n'est pas à l'abri des complications liées au patient. Et ça ce sont les médecins qui doivent le gérer. Il n'y a pas d'écrit là-dessus, mais n'oubliez pas que ces capillaires-là, ils sont stérilisés à l'oxyéthylène, donc ils sont rincés avec, en citrate avec du sérum phi. Mais après, c'est pas très bon de laisser tout stagner comme ça, quoi. Vous voyez, donc... 2 heures, on pourra la préparer 2 heures avant. Ouais. Moi, je vous invite vraiment, si c'est trop long, de refaire au moins un amorçage manuel sur 2-3 heures. Mais après, n'allez pas plus loin, quoi. On ne peut pas laisser un système comme ça dans un coin 10 heures. Au cas où on a besoin, on y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut oublier ça. Par contre, si vous restez parce que le patient, au dernier moment, il est parti au bloc ou autre, et qu'il revient 2 heures après, moi, je vous invite à refaire un petit amorçage manuel, vous voyez, qu'on réamorce au moins le circuit sang, c'est propre, quoi. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la convection, à un moment donné, ça a des limites, c'est-à-dire que c'est mieux que la diffusion. Hein. Parce que la diffusion, parce que je peux en faire des tonnes là-dessus, parce que la diffusion, le gradient de concentration, normalement, ces techniques-là, c'est pour des techniques courtes. Normalement, on ne peut pas faire de l'hémodialyse en continu. Pourquoi? Parce que la membrane, comme c'est quelque chose de passif, quand le sang se met en contact avec la membrane, sur les patients très inflammatoires, ça encrasse les membranes. Donc il n'y a plus d'échange. Nous, ça encrasse aussi les membranes, mais nous, on pousse, vous voyez, et c'est la PTM qui monte. Donc nous l'épuration, elle est monitorée. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe au niveau de cette membrane. Quand vous faites de l'hémodialyse, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la membrane, ça peut être une pierre, j'image le truc pour que vous compreniez bien, ça devient une pierre, le truc il tourne, la pompe à sang elle tourne, les solutés ils tournent, mais il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, quoi.
Pas chez tous les patients, parce qu'il y en a qui en font de l'hémodialyse en continu. Mais chez des profils de patients bien particuliers, ça peut être dangereux. Et encore plus, hein, si vous avez un petit peu de recul, quand on veut faire du citrate. Parce que le fameux complexe citrate-calcium qui va dans la poche pipi, là, imaginez que si on est sur de la diffusion et que ça bouge, ça veut dire que le dispositif va dériver. C'est-à-dire que on n'est pas dans une approche de savoir comment le patient va métaboliser le complexe qui retourne, on est dans une approche de savoir est-ce que le dispositif il va dériver, il va falloir compenser que le système dérive. Nous, on n'est pas du tout là-dessus avec l'hémofiltration. Mais les endotoxines, on est en millions de Dalton. Et comme ça ne passe pas à travers la membrane, par convection, donc on a inventé une membrane, on a greffé un polymère dessus pour que les endotoxines se fixent dessus, par gradient d'affinité, comme un aimant. Voilà. Après, c'est des niches, parce que comme il n'y a rien de prouvé, c'est vraiment certains médecins qui ont des convictions par rapport à ça, donc on a ce produit-là. Mais comme le mécanisme d'échange de la convection est limité par rapport au cut-off de la membrane, parce qu'on ne peut pas aller trop loin dans le cut-off. Pourquoi? Parce que si on irait trop loin, on épurerait l'albumine, etc., on tuerait les patients. Donc on est obligé de rester avec un cut-off pas trop élevé, donc 35 maximum, ce qui nous permet quand même d'épurer des cytokines, quoi, hein, vous voyez. Donc voilà là, un petit peu l'évolution des... Alors les membranes, nous, on greffe des structures dessus, des polymères, on greffe des polymères, de façon à pouvoir éventuellement aller plus loin dans le spectre de molécules épurées. Mais tout ça, c'est un vaste chantier parce que voilà, il faut des études. Hein. Alors, vous voyez, en haut, vous avez un petit dispositif lumineux vert qui représente une pile. Je ne sais pas si vous la voyez en haut. Tout le monde le voit. Ben, en fait, là, on voit bien que la batterie dans la machine, elle est bien chargée. Ça, c'est un plus parce qu'on ne l'a pas sur le Prismaflex. Il y a des batteries dans les Prismaflex, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas l'état de charge de la batterie. Là, vous avez une visibilité. Donc, en gros, ça peut tourner 20 à 30 minutes sans secteur. Maintenant, moi, je vous invite quand même, faites attention à un point. Pour ceux qui connaissent bien le Prismaflex, ne vous dites pas c'est vraiment la même machine et j'y vais. Voilà. Il faut quand même prendre le temps, sur les premières séances, de lire les écrans. Hein, pas d'excès de confiance parce que ça paraît être la même machine. Hein. Prenez le temps de vous approprier les nouveautés de cette machine tranquillement, lisez les écrans.